Bienvenue au podcast Sac du Cœur pour la première fois en 2025. Je vous souhaite bien sûr de passer une bonne année 2025. J'espère que vous avez eu une belle période des fêtes, un beau Noël en compagnie de parents et amis. Alors, c'est le premier épisode du podcast cette année. Marc-André va se joindre à moi dans quelques instants. En sa compagnie, eh bien, on va jeter un coup d'œil aux rencontres qui seront présentées lors de la 18e et dernière semaine d'activité du côté de la NFL. Il y a plusieurs matchs importants, bien sûr, qui vont avoir lieu. Tout ça, ça va commencer samedi. Il y a 2 rencontres samedi et ensuite de ça, bien, tous les autres matchs vont avoir lieu lors de la journée de dimanche du côté de la NFL. Et on va également faire un regard vers l'avant étant donné que lundi prochain, ça va être Black Monday. Généralement, une fois que la saison régulière de la NFL est terminée, il y a plusieurs congédiements du côté des entraîneurs-chefs de la NFL. Alors, Marc-André et moi, bon, on va se donner au jeu d'y aller. Bon, on va tenter d'identifier les entraîneurs qui se retrouvent sur un siège éjectable et qui ont des chances d'être congédiés. Comme à l'habitude, Marc-André va y aller de conseils fantasy football. Oui, la saison en termes de fantasy football est terminée au niveau de votre ligue. J'espère que vous avez été en mesure de remporter le championnat de votre ligue. Mais il reste quand même le fantasy football, le daily fantasy, comme on dit, où à toutes les semaines, on peut choisir des joueurs. Là, c'est un peu plus difficile. Hein? Lors de la dernière semaine d'activité, étant donné qu'il y a plusieurs équipes qui vont donner congé à leurs joueurs, des équipes qui vont participer aux éliminatoires, mais quand même, Marc-André va y aller de quelques conseils fantasy football si vous avez l'intention de prendre part au Daily Fantasy cette semaine. Mais tout d'abord, on va accueillir Marc-André justement afin de parler de la 18e et dernière semaine d'activité du côté de la NFL. On va commencer tout ça, Marc-André, en jetant un coup d'œil au classement d'associations américaines, parce que c'est là où le portrait n'est pas aussi défini, disons, comparativement à l'association nationale. Ouais, il y a toujours deux équipes qui sont dans la course, les Dolphins et les Bengals. On va en parler. Ça va prendre. En fait, tout va jouer avec les Broncos. Bref, ça va vraiment prendre une défaite des Broncos contre les Chiefs. On en parle dans quelques instants. Puis sinon, ouais, on peut encore interchanger des positions, les Chargers, entre autres, les Broncos, bref, les Steelers, les Baltimore également. On va jouer pour le titre. Baltimore va jouer pour le titre dans le Nord, dans la section Nord. Donc, j'ai bien hâte de voir. Tout peut bouger encore, mis à part les Chiefs et les Bills. Je crois que c'est les deux seules équipes qui seront. On sait que c'est officiellement les équipes 1 et 2 de l'association. Ben c'est ça va être les têtes de série. Là. Comme tu dis, bon, la 7e et dernière position, présentement, elle est détenue par les Broncos de Denver. On va voir s'ils seront en mesure de s'assurer de cette position finale. Mais après ça, ça va être les têtes de série qui seront à déterminer du côté de l'association américaine. En tout cas, on a bien hâte de voir ça. Puis les On va Broncos, justement, commencer. eux, ils vont recevoir, ben oui, ça, j'allais dire, les Broncos, eux, vont recevoir le rivaux de section, les Chiefs de Kansas City, au cours du week-end. Ouais, les Chiefs sont à 15 victoires et une défaite contre les Broncos à 9 et 7. On vient d'en parler. Avec une victoire, les Broncos s'assurent d'une place en éliminatoire. Denver est favori par 9,5 points au preneur au livre. Ça veut dire bon, c'est ça, les preneurs au livre savent que les Chiefs vont reposer leur partant. Donc, on donne vraiment une bonne chance aux Broncos. Mais j'aimerais apporter un point, Didier. C'est pas assuré. On n'a pas capitulé du côté des Chiefs. Sache que sous Andrew Reid, depuis 2013, on a joué 4 matchs lors de la dernière semaine où on a reposé nos partants du côté des Chiefs et on est 2-2. Donc, les Chiefs vont quand même se présenter. On n'élèvera pas le drapeau blanc du côté des Chiefs. Il va falloir que les Broncos aillent chercher ce match-là. Il va y avoir de la pression également. J'ai hâte de voir comment Bonix va justement gérer et répondre à cette pression-là. Oui, on sait que Patrick Mahomes va avoir congé. C'est donc Carson Wentz qui sera le carrière partant des Chiefs de Kansas City. Mais écoute, la rencontre va avoir lieu à Denver. Là. Il n'y a pas d'excuse pour les Broncos. Là. On se fait offrir une opportunité d'accéder aux éliminatoires sur un plateau d'argent. Déjà qu'on a bousillé nos chances, on aurait pu s'assurer d'une place en éliminatoire si on avait vaincu les Bengals à Cincinnati la semaine dernière dans ce qui a été tout un match de football. Ça a été tellement divertissant, des rebondissements, des bottées ratées, des jeux spectaculaires. Bodek s'est offert une bonne performance contre les Bengals à Cincinnati.
Alors, pour lui, c'est une question de répéter ce genre de performance-là, là, si on veut l'emporter du côté des Broncos, parce qu'on a notre sort entre nos mains, hein. Comme tu l'as expliqué tout à l'heure, une victoire des Broncos et puis ils seront des éliminatoires. Alors, on va affronter l'équipe B, là, essentiellement des Chiefs de Kansas City. On va jouer à Denver. Moi, je choisis naturellement les Broncos afin de l'emporter. Si Denver échappe ce match-là, Marc-André, ça va être une catastrophe monumentale. Souviens-toi, là, il y a à peine 3 semaines, on pensait que c'était fait. Denver allait participer aux éliminatoires. Alors, j'ai hâte de voir ça. Là. Contre l'équipe B des Chiefs de Kansas City, il me semble que les Broncos devraient gagner ça, non? Effectivement, effectivement. Faut pas oublier que Carson Wentz, personnellement, je trouve que c'est un quart numéro 2 compétent dans la NFL. L'année dernière, avec les Rams, lors de la semaine 18, il avait mené les Rams à la victoire contre les 49ers. Vous allez dire, oui, les 49ers avaient reposé de leur partant en vue des éliminatoires. Mais quand même, Carson Wentz est un gars qui peut livrer la marchandise. Mais par exemple, moi aussi, je prends les Broncos parce que ils se doivent de l'emporter. Il y a vraiment un enjeu. J'ai hâte de voir Bo Nix, justement, sous pression. Moi aussi, je choisis les Broncos dans cet affrontement-là. Les Bengals, maintenant, à 8 victoires et 8 défaites, vont affronter les Steelers qui sont 10-6. Pour les Bengals, ça va prendre une victoire, ça va prendre une défaite de Denver et des Dolphins de Miami si on veut accéder aux éliminatoires. Ouais, donc ça va prendre beaucoup d'aide pour les Bengals. Mais les Bengals, ils n'ont que qu'à blâmer. Hein. Souviens-toi, là, Mhm. encore une fois, ils ont connu un très mauvais début de saison régulière. Joe Burrow est incroyable. Joe Burrow et Jamar Chase, Ouais. la performance qu'ils ont offert la semaine dernière contre les Broncos de Denver, là, c'est vraiment magistral. C'est bien qu'il y a des gens qui disent que bon, Joe Burrow devrait être considéré en tant que joueur par excellence de la NFL. Mais tu sais, les Bengals ont perdu trop de matchs, même s'ils participent aux éliminatoires. Moi, je préférais voir, bon, peut-être Lamar Jackson remporter le titre, mais peu importe. Là, Cincinnati doit participer, doit gagner ce match-là afin d'avoir des chances de participer aux éliminatoires. Mais on va devoir voir est-ce que Chase Brown sera en mesure de jouer parce qu'il s'est blessé à la fin de la rencontre contre les Broncos de Denver. On sait que Chase Brown, essentiellement, c'est le demi à l'attaque numéro 2 des Bengals. Hein. Le porteur de ballon partant, c'était Zach Moss. Sa saison est terminée. Il s'est blessé depuis quoi, la mi-saison environ. Alors moi, qu'est-ce que je vais surveiller durant cette rencontre? Bon, ça va être ça. Est-ce que Chase Brown sera en uniforme s'il est devenu un rouage important de l'attaque de Cincinnati? Mais également les décisions de l'entraîneur-chef Zach Taylor, Mhm. Marc-André, parce que la semaine Mhm. dernière, il a complètement bousillé la gestion de la rencontre à la fin du quatrième quart. Justement, lors du jeu où Chase Brown s'est blessé, Brown aurait pu inscrire un touché, il s'est jeté par terre, croire qu'on allait écouler le temps afin de laisser le moins de temps possible aux Broncos. C'est pas ça qu'on a fait du côté de Zach Taylor. Il est allé tout de suite pour le toucher. Mais il n'y a pas juste ça. En première demi, 2 fois, Zach Taylor a refusé d'y aller de botter de précision. Il a laissé 6 points sur le terrain. Cette rencontre-là aurait jamais dû nécessiter la prolongation. Les Bengals auraient dû gagner ce match-là en 4 quarts, tout simplement ça. Alors moi, j'ai aucune As-tu confiance en Zach Taylor. On va jouer à Pittsburgh. Je ne sais pas du côté des Steelers, est-ce qu'on va reposer des joueurs? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as lu ça au cours de la Ben, semaine? en fait, les Steelers vont le savoir, parce que tout va dépendre du match des Ravens contre les Browns, qui est juste avant. Si les Oui, Ravens, c'est par vrai, oui. miracle, perdent contre les Browns, alors là, les Steelers pourraient jouer pour le premier rang de la section nord de l'américaine. Mais si les Ravens gagnent, ce qui devrait arriver, à mon sens, ben là, on n'a plus rien à jouer, donc ça se peut qu'on repose nos partants. Puis j'ai lu que Mike Tomlin a dit cette semaine qu'il n'avait pas pris sa décision encore, mais je pense que le match des Ravens va vraiment grandement l'influencer, sa prise de décision. Puis je suis convaincu que Mike Tomlin y a quand même pensé parce que ça fait quoi? Ça fait dizaines de jours qu'on n'a pas joué au football contre des Steelers. Je pense que Mike Tomlin a une petite Ouais. idée de ce qu'il va faire, assurément. Ouais, ben écoute, moi je vais choisir les Bengals parce que, ben, écoute, c'est leur saison qui est en jeu, tout simplement. Alors moi je choisis Cincinnati afin de l'emporter, bien qu'on ne connaît pas encore, là, comme tu viens de le mentionner, le résultat de la rencontre qui va avoir lieu entre Cleveland et Baltimore. Mais même avec l'équipe B des Ravens, je suis pas mal certain que Baltimore l'emporterait. Les Browns, ils sont prêts là, parce que la saison régulière soit terminée. Toi qui te choisis de ton côté entre les Bengals et les Steelers? J'ai pris les Bengals aussi parce que justement, Ouais. ça va mettre un peu de piquant aussi sur le match du lendemain des Broncos contre les Chiefs parce que justement, les Bengals, c'est l'une des quatre formations ou les deux affrontements qui vont avoir lieu samedi. Euh,
Joe Burrow est à 359 verges, Didier, du plateau des 5000 pour être le 10e quart de l'histoire à réaliser, à lancer pour 5000 verges en une saison. 359 verges, c'est beaucoup, mais c'est faisable contre les Steelers. Surtout si on repose nos partants du côté des Steelers. J'aimerais ça voir ça. Je veux dire, Joe Burrow connaît vraiment une saison exceptionnelle. Je pense pas qu'à cause de l'affiche, il va être parmi les nommés au titre de joueur par excellence. 8 matchs de suite avec 3 passes de toucher au plus, mais moi aussi, je prends les Bengals pour l'emporter dans ce match-là parce que c'est l'équipe. Ils ont besoin de cette victoire-là en espérant que la défense sera pas. C'est un peu ça le problème des Bengals cette saison. C'est pas vraiment l'attaque, c'est la défense qui Un est peu beaucoup. un peu beaucoup, excessivement beaucoup. Puis Ouais, j'aimerais puis ça. mais l'attaque des Steelers a pas bien joué lors des dernières semaines. Ouais, excuse-moi, je t'ai Non. interrompu, Vas-y, vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais je veux dire, l'attaque des Steelers a pas bien joué. Je ne joue pas bien depuis quelques semaines, hein. Alors, même pour Pittsburgh, ça pourrait être une opportunité, justement, de se remettre en marche offensivement contre la défense des Bengals de Cincinnati. Alors, ça va être quelque chose à surveiller. Mais qu'est-ce que tu allais dire? Ah, ben j'allais dire que je prenais les Bengals pour l'emporter, moi aussi, dans cet OK, affrontement-là. ouais. Ouais, bon, ben parfait. On va voir là, si Cincinnati va être en mesure de sauver sa saison. Les Dolphins, à 8 victoires et 8 revers, vont affronter les Jets à New York. Au New Jersey, je fais toujours cette erreur-là. Au New Jersey, à 4 victoires et 12 revers. Présentement, les Jets sont favoris au preneur au livre. Donc ça dit que c'est probablement Tyler Huntley qui va être. En tout cas, on suppose que ce sera Tyler Huntley au poste de quart du côté des Dolphins. Ça peut changer la note. Euh, pour les Dolphins, ça va prendre une victoire si on veut accéder aux éliminatoires et ça va prendre une défaite des Broncos. Ouais, il me semble que j'ai lu sur X hier que c'est Huntley qui allait avoir le départ, que Tua Tagovailoa est toujours ennuyé par une Mm. blessure à une hanche. Ça lui a fait rater le match la semaine dernière contre les Browns de Cleveland. Bon, t'es chanceux de jouer contre les Browns, hein, parce que oui, on a gagné le match, on a maintenu nos chances de participer aux éliminatoires du côté des Dolphins. Ça n'a vraiment pas été une grande performance de la part de Miami. Là, on est vraiment chanceux qu'on jouait contre Cleveland. Là, on joue contre une autre équipe qui, décidément, a hâte que la saison régulière soit terminée. Je ne sais pas si tu as vu, la zizanie, se poursuit là, du côté des Jets. On en a moins parlé dans des dernières semaines, étant donné qu'ils sont éliminés. Mais là, tu as Garrett Wilson qui, apparemment, selon les rumeurs, ne voudrait pas revenir avec les Jets la saison prochaine si Aaron Rodgers est toujours le cas arrière. Là, Aaron Rodgers, bon, j'ai vu qu'il a dit qu'il croyait que c'était possible qu'il va disputer le dernier match de sa carrière. Naturellement, Aaron Rodgers, il faut qu'il trouve une façon pour aller chercher de l'attention. Hein. Il aime ça avoir de l'attention. Alors que, souviens-toi, il y a juste, quoi, 2, 3 semaines, il disait, Mhm. ah, ben, je pense que j'aimerais poursuivre ma carrière, que je veux jouer l'année prochaine. Là, il change d'idée. Là, ah, ben là, ça pourrait peut-être être le dernier match de ma carrière, encore une fois, pour qu'on parle de lui. Mais je sais que ce sont les Dolphins qui sont dans la course pour une place en éliminatoire. Mais oh, j'ai pas le choix de parler des Jets. Je ne sais pas si tu as vu les Jets, selon ce qui a été rapporté, ils ont interviewé Ron Rivera pour leur poste d'entraîneur-chef. Là, il y a même Ouais. Rex Ryan qui travaille au réseau ESPN qui a dit qu'il avait une entrevue. Il était à son horaire avec les Jets. Donc, on se souviendra que la dernière fois qu'on a connu du succès en éliminatoire du côté des Jets, il y a 13, 14 ans de ça, Rex Ryan était l'entraîneur-chef. Mais pourquoi on interviewe Ron Rivera et Rex Ryan? Ils ne sont pas passés date. Qu'est-ce que je manque là-dedans? Là? Ou c'est Il y a simplement une même un décision engouement pour typique John aux Jets de Gruden New à York? travers la ligue. Il y a même un engouement pour John Gruden à travers la ligue. À Ben travers oui, la ligue. as-tu remarqué ça? Ben oui, John Ouais. Gruden qui participe à plusieurs podcasts, qui refait Mhm. surface. C'est quoi, on a oublié les propos racistes qu'il a tenus. C'est plus important maintenant, ça. C'est la raison pour laquelle il avait été congédié des Raiders. C'est quoi, c'est plus important maintenant? C'est quoi qui se passe? L'humain a la mémoire courte, Didier. Ou l'humain est juste stupide, un des deux aussi, hein. Ah ben là, Je je n'irai pense pas qu'on a assez jusque-là. de preuves au cours de l'histoire pour ça. C'est les mêmes choses qui se répètent continuellement. Mais sérieusement, Ron Rivera et Rex Ryan, vraiment, pourquoi Ouais. perdre notre temps à interviewer ces deux anciens entraîneurs-chefs-là? Ceci dit, je pense que Rex Ryan, c'est une bonne tête de football. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Euh, je sais pas s'il est dépassé, mais je sais peut-être qu'il a évolué aussi. Là. Peut-être qu'il s'est modernisé. J'ai toujours trouvé que c'était quand même un excellent coach, Rex Ryan. Écoute, c'est toute une tête de football. Tu l'as dit, en défense, écoute, c'est probablement un des entraîneurs qui a le plus de matière grise en termes de Hmm. défense. Écoute, il est le fils de Buddy Ryan, qui était un grand coordinateur en défensive également.
Mais ça allait mal là, à la fin de son séjour comme entraîneur-chef des Jets. Il faut se rappeler de ça. Puis après ça, il avait été entraîneur-chef des Bills. Les Bills. Naturellement, ça s'était mal terminé. Ben oui, écoute, on n'est pas capable de trouver un jeune entraîneur-chef, quelqu'un qui a un bon potentiel du côté des Jets. Surtout que Rex Ryan a déjà été entraîneur-chef. Là. Tu sais, ça serait juste de répéter la même chose, de recycler deux, deux anciens entraîneurs-chefs. Ron Rivera, ça a été un désastre là, à la fin avec les Commanders. Alors pourquoi pas Le, amener pro- du sang neuf à New York? le problème, c'est que je pense pas que tous les entraîneurs chefs potentiels veulent travailler avec Aaron Rodgers. Il y a aussi ça comme donnée, là. Aaron Ça doit Rodgers ne être sera pas de spécial de retour. travailler Aaron avec. Rodgers ne sera pas de retour. Ben, je sais pas, mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, dans la perspective de travailler avec Aaron Rodgers, puis d'avoir vu que cette saison-ci 2024, comment ça s'est déroulé, là. On a été chercher ses amis, ça a pas fonctionné, bref. Il a l'air d'emmener large Aaron Rodgers, puis le proprio également des monsieur Johnston, là, c'est pas facile être à la barre des Jets, même, j'ai oublié son nom, Robert Saleh, je veux dire, on s'est rendu compte que c'est pas lui qui tirait les ficelles la plupart du temps. Donc, euh, pour un entraîneur-chef ou pour un candidat potentiel, il y a tout ça aussi. Moi, je pense pas que c'est attrayant en ce moment d'aller au travailler avec les Jets, même si les Jets ont une bonne défense, ont quand même des éléments d'attaque, Garrett Wilson, Brees Hall, mais c'est pas attirant à aller travailler. C'est peut-être pour ça qu'on est rendu à regarder chez des vétérans entraîneurs parce qu'il n'y a pas vraiment de nouvel entraîneur ou de jeunes loups qui veulent venir travailler à New York avec dans la situation actuelle dont les Jets sont en ce moment. Ben, il semblerait que la relation entre Aaron Rodgers et Woody Johnson, le propriétaire, est plus qu'elle était. Là. Apparemment, les deux ne s'entendent pas, puis c'est une des raisons pour laquelle Rodgers ne devrait pas être de retour avec les Jets la saison dernière. Mais pas juste ça, Aaron Rodgers est fini. Je ne sais pas si tu l'as vu la semaine dernière, mais Mhm. écoute, il a possiblement connu le pire match de sa carrière. Tu sais, Aaron Rodgers, j'ai oublié, j'ai écouté un podcast sur des derniers jours. Il disait qu'Aaron Rodgers, la semaine dernière, il avait l'air de Mike Tyson, là, rendu au sixième, septième round, lors de son Ouais. combat contre Jake Paul. Tu sais, un ancien grand boxeur, puis clairement, il est au bout du rouleau à près de 60 ans, Mike Tyson. Ben, c'est ça qu'Aaron Rodgers, il a l'air là, sur le terrain Il se présentement. La promenait semaine dernière, nu-fesse dans le c'était vestiaire, épouvantable. comme Mike Tyson. Pardon? Tu promets du comme Mike Tyson avant son combat durant l'entrevue. Mais c'est ça, il est fini Aaron Rodgers. Pour les Jets, il n'y a aucune raison de le ramener à New York, Ouais. tout simplement. Mais en tout cas, les Jets sont les Jets. Ça ne me surprend pas d'une certaine façon qu'ils passent en entrevue Ron Rivera et Rex Ryan. Tout ça pour dire qu'ils vont perdre contre les Dolphins. J'ose croire que les Dolphins vont être en mesure de gagner, même si c'est Snoop Huntley qui va être au poste de quart, Tua ne sera pas là. Écoute, on ne peut pas perdre ce match-là et être éliminé officiellement là, à des éliminatoires contre les pitoyables Jets. Moi, j'ai été voir le classement de notre pool prédiction sur ESPN, puis j'étais à 4 points. J'étais à 4 prédictions. Tu sais, je ne dépasserai pas Packers ou Marie, mais j'étais à 4 prédictions du podium, de la troisième place. Donc, Hmm. j'ai essayé de prendre 4 ou 5 prédictions un peu plus osées cette semaine. J'ai pris les Jets ici parce que les Dolphins, on a 12 défaites de suite quand la température est de 4 degrés ou moins. On n'aime pas jouer dans le fret du côté des Ah, ça Dolphins. c'est vrai. Et, la- et on annonce une température de 35 Fahrenheit de 1 degré Celsius. C'est le genre de match que les Jets vont aller chercher, surtout avec Tyler Huntley au poste de quart. Donc, je prends les Jets ici pour l'emporter, pour venir ruiner de ce qui reste de la saison des Dolphins, bien que je pense que les Broncos vont l'emporter. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Mais je vais prendre les Jets ici pour l'emporter. Je sais que tu ne seras pas d'accord. OK, on va voir ça. J'avais oublié le facteur de la température. C'est vrai, les Dolphins, tu sais, puis 1 degré Celsius, on s'entend, là, pour nous, c'est pas froid, mais pour les Dolphins, ils ont l'air à Ouais. geler le moindrement qu'ils jouent, puis la température est près de 0 degré Celsius. Ben, Yes. écoute, ça, On ça va fait le passer. tour pour l'association américaine. Ben oui, déjà. Hein. En fait, des Mhm. matchs qui vont avoir un impact sur la course aux éliminatoires, là, on parle bien sûr. Donc, on passe maintenant à l'association nationale. Ben, c'est pas le bon tableau d'idée, mais oui, à l'association nationale. Ben, en ce moment, écoute, on va On avoir va un changer ça. grand Nous, on match. va changer ça. Bon, voilà. Et voilà, tu Euh, vois, oui, Guillaume est sharp, là, voilà, quand même. Là. exactement. Ben, les Falcons sont toujours dans la course. C'est la seule équipe qui est présentement hors du portrait des éliminatoires qui pourrait y accéder. Pourrait y accéder,
Ça va prendre une défaite des Buccaneers. C'est vraiment le 4e rang ici qui est à l'enjeu pour les Falcons. J'ai bien aimé Michael Penix, ce que j'ai vu de lui lors du dernier match, bien que c'était pas spectaculaire. On voit que le ballon avance avec Michael Penix. J'ai trouvé aussi qu'on a vu enfin son bras canon. Il y a des outils, Michael Penix. Je pense juste qu'avec l'expérience, il pourrait devenir un bon quart dans la NFL. Évidemment, on va en reparler dans quelques secondes. L'affrontement du week-end, l'affrontement de l'année entre les Lions et les Vikings. Le gagnant va s'assurer du premier rang de l'association nationale et le perdant va être 5e. Donc, va se retrouver à aller jouer des matchs éliminatoires Hmm. sur les terrains adverses, sur la route. Les Eagles sont assurés du 2e rang. Puis, si ça les positions 3 à 7, ça peut encore changer. Donc, ça reste ça aussi un dernier week-end assez intéressant dans l'association nationale. Ouais, c'est vraiment incroyable. Imagine-toi, là, une des deux équipes entre les Lions et les Vikings va avoir seulement trois défaites. Là. On va terminer avec une fiche de 14-3. On sera juste à cinquième tête de série là, du côté de l'Association nationale. Là. On ne pourra pas jouer à domicile. On va devoir jouer tous nos matchs éliminatoires sur la route. Ça, c'est vraiment particulier, mais ça nous démontre aussi à quel point il y a des équipes qui ont des très bonnes fiches cette année, comme les Lions et les Vikings. Puis là, tu as des équipes dans le bas du classement avec seulement deux, trois victoires. J'ai rarement vu ça là, du côté de la NFL, là, une saison où habituellement il y a beaucoup de parité du côté de la NFL, mais là, c'est pas le cas cette année. Tu as des équipes qui sont très bonnes avec des excellentes fiches et tu as des équipes qui sont vraiment pitoyables dans le bas du classement. D'ailleurs, on va sauter au match du week-end, au match de l'année entre les Lions, qui sont 14-2, et les Vikings, qui ont la même fiche, 14-2. Le scénario était rêvé, le scénario s'est concrétisé. On aura le droit à un match. Le gagnant va se voir octroyer le premier rang de l'association et surtout le laisser passer au premier tour. Ça, c'est vraiment important, spécialement pour les Lions, qui sont franchement amochés, spécialement en défense. C'est la première fois, Didier, en 31 ans, que le premier rang d'une association sera à l'enjeu lors du dernier week-end. C'est quand même un fait assez rare, Ah oui. merci. Ouais. Ouais, puis écoute, ça va être le dernier match de la saison régulière. Ça va être la rencontre de dimanche soir, présentée aux heures de grande écoute. Regarde, on peut pas demander mieux, là, sérieusement, à la fin de terminer cette saison régulière. La semaine dernière, les Lions ont vaincu les 49ers de San Francisco. On se demandait, bon, est-ce que Dan Campbell va faire jouer ses joueurs ou pas? Étant donné que le match ne voulait rien dire au classement, là, tout va se décider dimanche soir. On était privé des services de David Montgomery. Ben, pas de problème. Là. Jahmyr Gibbs a connu un fort match contre les 49ers de San Francisco. Puis il avait connu un fort match également le 20 octobre. Ça, c'est la dernière fois que les Lions avaient affronté les Vikings. Et puis, on sait pourtant, habituellement, les Vikings ont une des meilleures défenses de la NFL contre le jeu au sol. Mais malgré tout, Gibbs avait été en mesure de connaître une bonne rencontre. Alors, j'ai hâte de voir s'il va pouvoir répéter le même genre de performance dimanche soir contre les Vikings du Minnesota. Le facteur, il ne faut pas oublier, c'est une semaine courte hein, pour les Lions. Ils ont joué lundi soir. On a joué. On a reposé nos joueurs à la fin de la rencontre, rendu au quatrième quart. Mais j'ai hâte de voir ça. Est-ce que le facteur fatigue, est-ce que justement ça va avoir un impact dans cette rencontre-là pour les Lions de Détroit? Mais écoute, c'est un match de l'année, là, ça tu l'as dit, il n'y a Mm. aucun doute là-dessus. Mais moi, j'ai été impressionné par la performance de Gibbs contre les 49ers de San Francisco, étant donné qu'il était tout seul dans le champ arrière sans David Montgomery. Je disais qu'il y a une possibilité que Montgomery effectue un retour au jeu, hein, peut-être pour la rencontre. Alors ça Ah va être ouais? quelque chose à surveiller. Ouais, Wow! j'ai lu ça hier là, j'ai lu ça sur X, ça doit être vrai. C'est sur Twitter, ça doit être vrai, Marc-André. Ça doit Un être vrai. affrontement entre deux des pires défenses contre la passe et des deux corps qui sont Mm. présentement dans le top 5 pour les verges par la passe dans la NFL. Donc, moi aussi, je peux m'attendre à des feux d'artifice. Depuis 1978, Didier, l'équipe qui a terminé au premier rang a participé au Super Bowl 49 fois et l'équipe qui a terminé au cinquième rang seulement 3 fois. Donc, tu vois à quel point Ouais, un match, je ça l'avais peut en note, cette changer. statistique. Ouais, ouais, Ouais. ça peut changer vraiment les perspectives pour une équipe. C'est sûr que l'équipe qui va terminer au cinquième rang va être sur la route pour la durée, ou à moins qu'il y ait des surprises incroyables, mais Mhm. toute la durée des éliminatoires. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et c'est fou pareil de voir à quel point Jared Goff et Sam Darnold, c'est un affrontement brisé parce que je remonte juste en 2020, Didier. Ces deux quarts-là avaient eu une fiche combinée de 7 victoires, 17 défaites, un seul revers en 2020. Puis maintenant, c'est rendu des quarts. C'est un affrontement. J'aurais jamais pensé qu'en 2025,
Sam Darnold, pour moi, serait. Puis Jared Goff, ce serait deux corps. Je serais comme, mon Dieu, ça va être bon ce match-là. Écoute, deux des quarts les plus fiables de la NFL, là. Sam Darnold, tu sais, il avait une séquence, il avait eu deux matchs au cours desquels il avait été victime au total de 6 revirements, puis depuis, c'est aucun revirement. Écoute, il a été dominant la semaine dernière là, dans la victoire des Vikings. Moi, j'ai choisi les Packers pour l'emporter. Bon, Jordan Love ne s'est pas présenté, on va pouvoir en parler un peu plus tard. Mais Darnold, 377 verges par la passe, 3 passes de toucher. Bon, une interception, là, finalement, il a été victime d'un revirement. Mais qu'est-ce qui m'a impressionné de la performance de Sam Darnold la semaine dernière? C'est que l'attaque au sol, il n'y a pas eu de soutien, il n'y a pas eu d'aide de l'attaque au sol. Les Vikings ont gagné seulement 29 verges au sol. Alors, tout reposait sur l'attaque aérienne des Vikings du Minnesota. Et puis, Darnold, il a vraiment livré la marchandise. Quelle performance de sa part. Un gros match, encore une fois, de Justin Jefferson et de Jordan Addison également. Puis la marque finale a été trompeuse la semaine contre les Packers. Mhm. Parce que moi, je trouve que les Vikings ont vraiment dominé cette rencontre-là. Les Packers ont marqué des points au quatrième rang. Mais c'est vraiment incroyable. Alors, tout ça pour dire qu'on va avoir une opportunité autant du côté des Vikings que des Lions de remporter une 15e victoire. Et dans l'histoire de la NFL, Marc-André, seulement 8 équipes ont eu des saisons de 15 victoires. Là, c'est sûr, bon, on a un match de plus, étant donné que le calendrier est de 17 matchs, mais quand même, là, c'est vraiment des excellentes saisons, autant que les Vikings, que les Lions connaissent. J'espère que ce ne sera pas un match nul dimanche soir et puis qu'une des deux équipes sera en mesure de décrocher sa 15e victoire de la saison. Je choisis les Vikings du Minnesota afin de l'emporter. La semaine dernière, j'avais choisi les Packers, comme je l'ai dit, mais les Vikings m'ont vraiment impressionné. Le match est à domicile, à Minneapolis. Et puis, la défense des Lions, ben, en raison des nombreux blessés, elle demeure suspecte. J'ai vu qu'Alex Anzalone, un secondaire de ligne, pour effectuer un retour au jeu. Le match est à Détroit, toutefois, oui. C'est pas au Minnesota. Oui, la première rencontre de la saison entre les deux équipes a été au Minnesota. Mais c'est pas grave. Je choisis les Vikings du Minnesota. Je ne vais pas parier une autre fois contre Sam Darnold. T'as vraiment dit mon argument aussi. Moi aussi, j'ai choisi les Vikings ici, juste à cause que je pense que la défense des Lions vont en arracher. Je pense que Justin Jefferson et Jordan Addison pourraient connaître un autre grand match, d'autres grandes performances ce dimanche. Et on a pris les deux, les Vikings. Ça va remettre Guillaume, notre réalisateur, en beau joie le vert, assurément. Mais c'est pas grave. Je pense que les Vikings vont aller Lui qui chercher est un ça. grand partisan des Lions. Exact, exact. Et le laisser passer pour le premier tour éliminatoire, ça aussi, c'est quand même important du côté des Vikings. Les Saints à 5 et 11 vont affronter les Buccaneers à 9 et 7. Pour Tampa Bay, avec une victoire ou une défaite des Falcons, on s'assure du titre dans la section sud de l'Association nationale. Donc, c'est un match important pour la bande à Baker Mayfield, qui, je rappelle, lors de la semaine numéro 6, avait marqué 51 points contre les Saints. On avait obtenu 594 verges d'attaque. Je pense que le scénario pourrait se répéter parce que du côté des Saints, là, rien ne va plus. On va avoir une équipe B, on va avoir une équipe de match préparatoire là, sur le terrain. Ben, on a tellement blessé. Écoute, on peut même pas mettre un joueur étoile. Là, tu vois, là, dans notre tableau de la confrontation, on a mis le botteur là, du côté des Saints d'Orléans. Tout le monde est blessé. C'est aussi simple que ça. Ouais. Tout le monde est blessé. Donc, naturellement, je choisis les Buccaneers afin de l'emporter. Je crois pas qu'on est obligé d'avoir une très grande conversation là-dessus. Baker Mayfield a complété 5 passes de toucher la semaine dernière. Écoute, Mayfield est rendu à 39 passes de toucher, Marc-André. Il a passé une bonne partie de la saison sans Chris Godwin et Mike Evans. Evans est revenu au jeu il y a quelques semaines. Mais la saison qu'il connaît, je trouve qu'on n'en parle pas assez de Baker Mayfield. Moi, il m'impressionne beaucoup, sa carrière. Moi, j'avais lancé la serviette sur Mayfield une fois qu'il avait quitté Cleveland. Mais écoute, il a parié sur lui-même, puis ça rapporte. Alors, pour moi, il n'y a aucun doute que les Buccaneers ont gagné ce match-là. La rencontre est présentée à Tampa Bay, comme tu as dit. Rien ne fonctionne, rien ne va plus pour les Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors, les Bucks devraient l'emporter, puis eux, ils n'ont pas besoin d'aide. Hein. Du moment qu'ils gagnent ce match-là, Mm. ben, ils vont être les champions de la section sud de la nationale et par conséquent, ben, se mériter un billet pour les éliminatoires. Et du même coup, ils vont éliminer les Falcons d'Atlanta. Sur les images des Panthers, de dire qu'on avait Baker Mayfield et Sam Darnold dans un moment dans, Ouais. dans l'équipe, Ouais, dans c'était sur toutes dans un les passé plateformes pas de si réseaux lointain. sociaux la semaine dernière.
Ouais. Ouais, Ben oui, la ouais, fameuse photo, là, quand ils sont côte à côte dans ouais. l'uniforme des Panthers, on l'a vu partout. Puis écoute, il y a un certain moment, il y a 2 ans, lorsque Darnold était avec les Panthers, écoute, il était rendu sur l'équipe d'entraînement, puis il jouait le rôle d'un ailier défensif, là, afin de donner un coup de main à l'attaque pour se préparer. Imagine-toi, là, tu parles d'un ancien Mhm. premier choix du repêchage. Et puis ça, c'est à quel point de sa carrière, ben, elle était prête d'être terminée là, du côté de la NFL, mais écoute, chapeau à Baker Mayfield. Lui, il n'a jamais arrêté de croire en lui. Et puis ben, maintenant, ben, il est devenu un carrière partant très solide. Là. Il pourrait permettre aux Bucks de participer aux éliminatoires pour une deuxième saison consécutive avec lui au poste de quart, là, je parle bien sûr. Les Saints, on a une moyenne de 11 points marqués par match dans nos 5 derniers matchs. C'est juste une stat pour vous dire que je prends les Buccaneers aussi. Ça fait aucun doute dans mon esprit. Les Ouais. Panthers, à 4 victoires, 12 revers, vont affronter les Falcons à 8-8. Ben, on vient d'en parler, les Falcons, ça va prendre une victoire. Ça va prendre surtout une défaite des Buccaneers. Puis ça, je pense que ça n'arrivera pas. Alors, mais j'ai bien hâte de voir. Écoute, j'ai hâte de voir Michael Penix encore une fois contre Bryce Young. Ça va être intéressant. Lors du premier duel entre les deux équipes cette année, Atlanta avait récolté 198 verges au sol. C'était lors de la semaine numéro 6. Donc, une autre grande performance de Bijan Robinson qui vraiment connaît une deuxième saison à la hauteur de son talent, si tu veux mon avis, dans la NFL. Ouais, ben, on lui remet le ballon beaucoup plus souvent là, que l'année dernière lors de sa saison recrue. Là. Souviens-toi, il y a tellement de matchs des Falcons qui c'était frustrant là, à voir parce qu'on se demandait ben, pourquoi on ne donne pas le ballon plus souvent à B. John Robinson, bien que des fois, il avait une moyenne genre de 7 verges par course, puis il passait des séquences où il ne touchait pas au ballon, mais cette année, il y a une amélioration de ce côté-là, du côté de l'attaque d'Atlanta. Là, on va affronter les Panthers. Michael Penix, bon, moi, je trouve qu'il a démontré de belles choses contre les Commanders. Écoute, c'est un match qui était présenté aux heures de grande écoute. Il y avait beaucoup de gens, naturellement. Il y a une place en éliminatoire qui était à l'enjeu. On a perdu, mais c'est pas la faute de Penix. Ryan Morris, Mhm. l'entraîneur-chef des Falcons, je veux dire, ça a été désastreux, là. La façon dont il a géré la fin du quatrième quart. Il n'a pas utilisé ses temps d'arrêt. Je me pose la question, si c'était Kirk Cousins qui était au poste de quart, étant donné que Cousins est un vétéran, peut-être lui-même, il aurait utilisé les temps d'arrêt. Alors que dans le cas de Penix, peut-être, bon, étant donné que c'est une recrue, lui s'est dit, ben, je vais attendre, je vais voir ce que les entraîneurs vont faire. Bref, Ray Morris, c'est l'entraîneur-chef. C'est sa responsabilité. Il aurait dû faire preuve de leadership. Il aurait dû mieux gérer la fin du quatrième quart. En tout cas, ça a vraiment été pitoyable. Là, on va affronter les Panthers. On va l'emporter, c'est sûr. On a vu là, la semaine dernière, Baker Mayfield a complété 5 passes de toucher contre la Caroline. On s'est amusé aux dépens de la défense des Panthers, qui est une des pires de la NFL. Je crois que les déboires défensifs de la Caroline vont se poursuivre. Les Falcons vont l'emporter, mais malheureusement pour eux, étant donné que les Bucks vont gagner aussi, ben, on va être éliminé du côté d'Atlanta. Les Panthers ont accordé 30 points ou plus dans 4 de leurs 6 derniers matchs. Moi aussi, je prends les Falcons pour l'emporter. Pas de surprise de ce côté-là. Et en plus, du côté des Panthers, Chuba Hubbard ne jouera pas. Bref, on a juste hâte que la saison se termine. Ouais, sa saison est Euh, terminée, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Les Browns à 3 victoires maintenant, on est en rafale. Les Browns à 3 victoires et 13 revers vont affronter les Ravens à 11-5. Et les Ravens, Didier, sont favoris par 17,5 points au Ouais, preneur au j'ai vu livre. ça. On dirait, on dirait une équipe d'universitaires, là, une puissance comme Ohio State qui joue contre une équipe de deuxième division ou de second ordre. Là. C'est le genre d'écart de points qu'on voit plus au niveau universitaire. Les Browns, on a inscrit à nos 3 derniers matchs, on a une moyenne de 5,3 points. Bref, les Ravens vont l'emporter. Je ne sais pas pourquoi du côté de Cleveland, on s'entête à faire jouer Dorian Thompson-Robinson. Regarde, on l'a assez vu jouer en carrière. Il a une passe de toucher contre 10 interceptions, Marc-André. Dans toute l'histoire de la NFL, il y a seulement 5 autres cas arrière qui ont un pire ratio passe de toucher, interception. Une passe de Tim toucher, Boyle, 10 sûrement? interceptions. Ah, je ne sais pas, au Ball, possiblement, il doit avoir des statistiques similaires. Bref, je choisis les Ravens pour l'emporter. Ça, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Là. Je suis content après cette semaine, on ne verra plus les Browns sur nos écrans. Les Texans à 9 victoires et 7 revers vont affronter les Titans à 3-13. Pour Houston, on n'a rien à gagner vraiment dans ce match-là. Mis à part, c'est rendu la période de l'année ou la dernière semaine où ce que les joueurs peuvent aller chercher des bonus. Puis souvent, les coachs ou les joueurs aiment pouvoir donner ces bonus-là. Joe Mixon est à 107 verges
du plateau des 1100 cette saison, ce qui lui rapporterait un bonus de 250 000 Donc, peut-être au niveau fantasy, là, probablement que Joe Mixon va jouer ce match-là, va essayer d'aller chercher son quart de million de dollars. Ceci dit, je vous ai dit que j'ai pris quelques surprises. J'ai pris les Titans ici parce que justement, je pense que les Texans, on va reposer nos partants. Puis les Titans, on est à domicile, on a 5 défaites de suite. Je pense qu'on va quand même essayer de terminer la saison sur une bonne note. Oui, initialement, j'avais choisi les Texans, mais ce matin, j'ai lu que D'Amico Ryans a indiqué qu'il allait fort probablement reposer ses joueurs partants. Alors, je vais changer mon choix. Je vais prendre les Titans du Tennessee afin de l'emporter contre l'équipe B des Texans de Houston. Ils sont déjà assurés d'une place en éliminatoire. Alors, oui, c'est la bonne stratégie là, de reposer nos joueurs vedettes du côté des Texans. Les Bills, à 13 victoires, 3 revers, vont affronter les Patriots qui ont la fiche inverse 3 et 13. Avec une défaite, les Patriots vont s'assurer du premier choix au total du prochain repêchage, sauf que, tu sais, est-ce qu'on prendra assurément pas de carrière du côté des Pats? Mais au moins, on va pouvoir monnayer ce premier choix-là, puis aller chercher peut-être des pièces intéressantes pour l'avenir. Et du côté des Bills, je serais curieux de voir, j'ai pas lu à nulle part que Josh Allen serait en congé, mais euh, c'est peut-être une bonne idée de reposer Josh Allen ou peut-être lui faire jouer un ou deux quarts, dépendamment du pointage aussi, là. Ouais, il me semble que j'ai entendu que c'est Mitchell Trubisky qui allait être au poste de Ah! quart pour les Bills. En tout cas, ça ferait du sens, hein, parce que comme tu dis, là, on n'a rien à gagner en faisant jouer Josh Allen lors de cette rencontre-là. Puis on en a besoin là, si on veut gagner le Super Bowl, bien sûr. Mhm, Là. Du côté des Patriots, regarde, s'il vous plaît, faites pas jouer Drake May. Ne faites pas jouer votre excellent demi-coin de deuxième année, Christian mhm. Gonzalez. Les deux ont eu des blessures à la tête. Gonzalez a subi une commotion cérébrale la semaine dernière. Drake May a quitté momentanément la rencontre. Il était dans le protocole des commotions cérébrales. Il est revenu. Alors, là, ça ne sert à rien. Assurez-vous d'avoir le premier choix du repêchage. Parce que, comme tu l'as dit, on n'a pas besoin de carrière. On a Drake May qui a démontré de belles choses durant la saison, malgré le manque de talent qu'il y a autour de lui. On mise sur la pire ligne à l'attaque de la NFL, possiblement du côté des Patriots. Mhm. Position de receveur, on n'a pas vraiment de talent non plus, mais on a Drake May. Alors, pourquoi pas échanger le tout premier choix du repêchage et chercher d'autres choix? C'est clair que le tout premier choix du repêchage va être en demande, malgré le fait qu'il n'y a pas de carrière qui semble avoir le potentiel d'être de carrière de concession. Mais il y en a des bons quand même. En Shedeur Sanders de l'Université du Colorado, Cam Ward de l'Université de Miami. Euh, Écoute, il y a une pénurie de carrière. Il y a plusieurs équipes qui sont à la recherche de carrière. Il y a quelqu'un qui va faire une grosse offre aux Patriots. Si les Patriots ont le premier choix du repêchage, donc c'est à eux à ne pas bousiller ça. Regardez, envoyez Jacoby Brissett dans la mêlée. Vous allez perdre le match contre les Bills. Moi, j'ai choisi les Bills aussi. Je pense que je ne l'avais pas dit. Les Ah oui, Jaguars à 4 victoires, même si c'est Mitch Trubisky, je pense que les Bills, en tout cas. Jaguars à 4 victoires, 12 revers vont affronter les Colts à 7 et 9. J'ai écrit que les Jaguars ont 3 victoires de suite contre les Colts, mais je pense que les Colts, on est fâchés de notre performance de la semaine dernière. Je pense qu'on va finir ça sur une bonne note à la maison. J'ai pris le Colts pour l'emporter. Est-ce qu'on a assez de caractère, justement, pour rebondir là, du Ouais, côté des causes afin de terminer la saison régulière avec une victoire? Ça, je ne suis pas certain. En tout cas, on va peut-être en parler un peu plus tard. Là. Ça, c'est ouais. juste une aguiche. Là. J'ai des choses à dire sur les Colts. Mais Gus Bradley, le correcteur de la défense, il ne peut pas être de retour l'année prochaine. Je m'excuse. La semaine dernière, on a accordé 45 points aux Giants de New York. Marc-André, les Giants n'avaient même pas marqué 30 points une fois cette année. Drew Lock, 309 verges par la passe, 4 passes de toucher, un touché au sol. Regarde, ça n'a pas de bon sens là, d'offrir ce genre de performance-là dans un match qui était sans lendemain, parce que si on perdait, on était éliminé. La défense ne s'est pas présentée. Mais c'est pas juste ça, ça a été un problème. Même l'année dernière, défensivement, les coachs n'étaient pas solides. Puis Gus Bradley, le créateur de la défense, le système qu'il utilise, c'est le même système que les Seahawks utilisaient il y a une douzaine d'années. Mais l'affaire, c'est que là, il ne s'est pas ajusté. Tu sais, ce système-là fonctionnait il y a 12 ans, mais les équipes le connaissent, ce système-là. Puis ça ne fonctionne pas. 45 points accordés aux Giants. Pas une façon de perdre son emploi. J'ai tout de même choisi les Colts, mais bon, peut-être les Jaguars vont gagner, mais rendu là, de toute façon, tu es déjà assuré de terminer avec plus de victoires que moi dans le pool, alors ça ne va rien changer. Les Commanders à 11 victoires et 5 revers vont affronter les Cowboys à Dallas à 7 et 9. Avec une victoire, les Commanders pourraient vraiment s'assurer du 6e rang
de l'Association nationale, ce qui pourrait quand même être un enjeu, puisque potentiellement, on pourrait être sur la route à Los Angeles contre les Rams au premier tour éliminatoire plutôt que les Eagles. En fait, les gens vont toujours dire pour te rendre au Super Bowl, il faut que tu gagnes tous tes matchs, peu importe l'adversaire, mais quand même, on peut peut-être se donner un premier tour éliminatoire plus abordable, disons ça comme ça. Les Commanders ont 4 victoires de suite, puis je pense qu'on va en remporter une cinquième contre les Cowboys dimanche. Donc, je prends les Commanders. Ouais, moi aussi, je prends les Commanders. T'as-tu vu que les Cowboys de Dallas ont libéré Ezekiel Elliott? Tu sais, même dans Ouais, leur communiqué, ils ont dit c'est afin de lui donner par respect pour Ezekiel Elliott. On veut lui donner la chance de gagner un championnat. C'est quoi l'histoire d'amour là, qui persiste entre les Cowboys et Ezekiel Elliott? On en a parlé toute l'année, on en parlait cet été, lorsqu'ils ont commencé la saison régulière avec Zeke comme que demi à l'attaque partant. Puis même là, on veut lui je faire sais. une faveur. Ben, sais-tu quoi? Il n'y a personne qui va le signer. Il est fini. Je suis certain qu'il n'y a aucune équipe qui aspire au Super Bowl qui va dire, sais-tu quoi? Qu'est-ce qui nous manque? C'est Ezekiel Elliott afin d'augmenter nos chances de gagner le Super Bowl. C'est n'importe quoi. En tout cas, moi, je serais vraiment surpris si une équipe le met sous contrat. Dommage parce que ça a été un grand joueur aussi. Mais je pense peut-être que la Ouais, mais saison ça des fait Cowboys longtemps que aurait ça. peut-être que la saison des Cowboys aurait été différente si on avait fait jouer Rico Dowdle plus tôt. On ne saura jamais. Mais bref, qui tu choisis dans ce match-là? J'imagine que tu choisis les Oh, Commanders aussi. Les Commanders. Oh, les Commanders. Oh, oui. OK, parfait. Les Giants, à 3 victoires, 13 revers, vont affronter les Eagles qui sont 13-3. Je pense qu'il faut prendre un moment, Didier, pour mentionner aux gens que Saquon Barkley ne disputera pas la rencontre. J'aimerais avoir Mhm. ton opinion là-dessus. Je pense que le Québec veut t'entendre là-dessus. Non, rien de moi, le Ouais. peuple québécois veut m'entendre là-dessus. Non, Qu'est-ce que tu aurais mais fait à sérieusement, la place de Nick Sirianni? ouais, ben, j'étais déçu, mais je comprends la décision. Regarde, c'est la chose à faire. Parce que Zeke a touché. Zeke, qu'est-ce que je dis? Ezekiel Elliott. C'est Quan Barkley, plutôt. A touché au ballon 378 fois cette année. Là. Si tu combines ses courses et ses réceptions, là, c'est énorme. Là. Quand tu es prêt d'avoir touché au ballon 400 fois en saison régulière, c'est beaucoup. On veut gagner le Super Bowl. On est des aspirants Super Bowl du côté des Eagles de Philadelphie. C'est la chose à faire. Hein. Nick Sirianni a une conversation avec son groupe d'entraîneurs, avec Saquon Barkley. En même temps, je ne suis pas surpris que Saquon ben lui, il était ouvert à l'idée de ne pas jouer ce match-up. Je ne sais pas si tu te souviens, je ne sais pas si tu avais vu ça sur les réseaux sociaux. Plus tôt cette saison, lors du premier duel entre les Eagles et les Giants, souviens-toi, c'est quoi? On avait connu tout un match, mais il y avait une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux de Saquon qui était assis sur le banc. Il était en discussion avec un des entraîneurs des Eagles. Et puis, l'entraîneur lui disait, tu es rendu à tant de verges de ton sommet personnel. Est-ce que tu aimerais retourner dans le match? On t'est rendu au quatrième quart. C'est quoi, on a dit, ah non, c'est-tu quoi, c'est pas si important que ça. Laisse les jeunes joueurs obtenir du temps de jeu. Donc, ça, c'est le genre de joueur d'équipe que c'est Quan Barkley. Hein? C'est pas juste en raison de son talent qu'il est apprécié de ses coéquipiers, parce qu'il est un joueur d'équipe. Alors, je suis pas surpris de cette décision-là. Moi, personnellement, j'aurais aimé ça le voir jouer, parce que je sais pas si tu te souviens du dernier match de la saison régulière de la saison 2012 des Vikings du Minnesota, lorsqu'Adrian Peterson avait des chances d'éclipser le record de Eric Dickerson pour le plus grand nombre de verges au sol en une saison, puis qu'on lui remettait le ballon, puis tout l'engouement qu'il y avait dans le stade, puis à quel point, juste en tant que téléspectateur, c'était amusant de voir ce match-là, puis là, on comptait le nombre de verges qui manquait à Peterson pour battre le record de Dickerson. Finalement, Peterson a terminé, je pense, c'est quoi, c'est une dizaine de verges du record ou une vingtaine, je ne me souviens pas, mais peu importe. Donc, c'est très excitant de voir ça. J'espérais revivre la même chose, mais je comprends la décision des Eagles. C'est la chose à faire du côté de Philadelphie. Ça nous prend un Saquon Barkley en santé, un Jalen Hurts également. Alors, j'ai pas de misère avec la décision, mais toi, qui est un partisan des Eagles de Philadelphie, qu'est-ce que tu penses de cette décision-là que Saquon Barkley ne jouera pas lors du dernier match de la saison régulière? Je serais curieux de voir comment que ça se passe dans les coulisses ou dans le vestiaire. Je sais pas si. Moi, si j'avais été Nick Sirianni, j'aurais été. Je sais pas, j'ose espérer qu'ils ont demandé à Saquon qu'est-ce qu'il veut faire. Parce que moi aussi, je Oui, oui, pense ils que ont une c'est une discussion occasion. avec lui et les entraîneurs, ouais. Ouais. Parce que c'est Ouais. une occasion Ben, qui se d'après ce que j'ai représentera lu, là. Ouais. c'est une occasion qui se représentera potentiellement jamais. Mais de l'autre côté, je pense Ouais. que, tu sais, il y a pas de bonne décision parce que si Saquon est sur le terrain, puis il se blesse à la cheville, puis, tu sais, il arrive une blessure grave, puis il n'est pas des éliminatoires, on va dire, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé?
Pourquoi qu'on a fait jouer Saquon Barkley? Ils ont fait passer les intérêts du joueur avant les intérêts de l'équipe. Si Saquon Barkley, justement, comme là, on a pris la décision de le reposer, on fait comme, ah mon Dieu, j'aurais aimé ça voir ça, c'est plate, blablabla. Donc, je pense qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Il faut prendre une décision, vivre avec. Puis c'est bien correct. Du côté, pour moi, personnellement, on vise le Super Bowl, c'est un sport d'équipe, le football, c'est un concept d'équipe. Je pense que Saquon Barkley, c'est une personne qui est vraiment pas imbu de lui-même, c'est une personne appréciée de ses coéquipiers aussi. On a vu qu'il a vraiment changé le visage des Eagles cette saison, par sa personnalité aussi, son caractère. Donc, moi, je suis bien à l'aise avec ça, bien qu'un peu comme toi, j'aurais aimé essayer de voir, surtout sans verge. On peut peut-être essayer de voir, d'y faire commencer le match, là, puis voir, mettons, après un quart, c'est rendu déjà à 60, 65, tu sais, Et le contre son retirer ancienne par la équipe, en suite. plus. Exactement, contre les Fais-tu quoi Giants, contre c'était les parfait. Giants? Ouais, 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 le ouais. scénario Mais était vraiment à idéal. Mais non, moi, domicile, en plus. ben oui, c'est ça. Moi, je vois la foule à Philadelphie, à chaque fois qu'il aurait touché au ballon, la Ouais. foule aurait été bruyante, ça aurait vraiment été bien. Mais non, écoute, le Super Bowl est plus important. Et en passant, les Giants, ils n'ont plus le premier choix du repêchage. Hein. Bon, tu as mentionné Mhm. tout à l'heure, c'est les Patriots qui détiennent maintenant le premier choix. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça, là, cette victoire-là de la semaine dernière, grâce à Drew Lock contre les Colts, est-ce que ça va venir hanter les Giants pour les années à venir? Est-ce qu'on va rater l'opportunité, justement, de repêcher un carrière, parce qu'on sait à quel point on en a grandement besoin. Les Giants resteront les Giants, Didier, mais je prends les Eagles pour remporter ce match-là. Tout ça Ouais, moi aussi. pour conclure. Les Bears à 4 victoires et 12 revers vont affronter les Packers à 11 et 5. On a quelque chose à jouer du côté des Packers. Si les Commanders sont défaits par les Cowboys, on pourrait, avec une victoire, justement, prendre le 6e rang de l'Association nationale. Mais c'est beaucoup de si. Du côté des Bears, 10 défaites de suite. Et Caleb Williams a subi 67 sacs cette saison. Il est à 9 du record dans une seule saison dans la NFL. Et il y a eu un match cette saison où il a subi, il a été victime de 9 sacs du corps. Fait que le record est quand même à sa portée, à suivre. Ça pour vous dire que je prends les Packers quand même pour l'emporter, qui ont quand même, ils peuvent améliorer leur sort avec une victoire. Moi aussi, bon, je vais choisir les Packers afin de l'emporter, que ce soit l'équipe A ou l'équipe B de Green Bay contre les Bears, c'est pas grave. Je choisis Green Bay. Mais du côté des Bears, regarde, d'aucune façon, on va laisser Caleb Williams dans le match. Supposons là, qu'il est rendu à 7 sacs du quart ou à 8. Je te garantis qu'on va le retirer. Personne ne va avoir cette tâche à son dossier, d'avoir permis à Caleb Williams d'être victime de 77 sacs du quart et de battre le record de David Carr, qui était le carrière recrue partant des Texans de Houston lors de l'année d'expansion, dans la toute première saison des Texans. On ne va pas laisser ça. Je ne peux pas croire qu'on va laisser ça se produire du côté des Bears de Chicago. Les Packers, Marc-André, ils ont 5 défaites cette année. Une contre Philadelphie, 2 contre les Vikings et 2 contre les Lions. Moi, ça me dit que du côté des Packers, on n'est pas capable de battre les meilleures équipes de l'Association nationale. Alors, ça veut dire quoi pour les éliminatoires? Là? Tu sais, parce que là, toutes ces équipes-là vont y participer. Puis Jordan Love, encore une fois, OK, il avait seulement 45 verges à la mi-temps contre les Vikings la semaine dernière. Il était allé chercher des verges, des passes de toucher au quatrième quart. Mais là, les Vikings s'étaient déjà battus une bonne avance. Puis moi, je m'attendais à avoir un bon match à part de Jordan Love. Ça, c'est pas produit. Puis donc, ça fait en sorte que je continue à avoir des questions entourant la carrière des Packers de Green Bay. Il a connu une saison en dents de scie, encore une fois. Puis je sais, je le répète, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais l'année dernière, il a juste bien joué en deuxième moitié de saison. En première moitié, ça avait été difficile pour lui. On l'a récompensé avec un gros contrat. Jordan Love n'a pas livré la marchandise, surtout quand tu regardes la façon dont Sam Darnold, du côté des Vikings, a joué la semaine dernière. J'ai vraiment été déçu de la performance de Jordan Love. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire lors des éliminatoires. Mais au cours du week-end, ben, les Packers vont défaire les Bears de Chicago. Toi, t'es un gars qui voit le verre à moitié vide. Moi, je le vois à moitié plein. Dans nos 5 défaites contre justement les Vikings, les Eagles et les Lions, on a perdu par un total de 22 points. On peut se dire du côté des Packers qu'on était quand même dans le coup à chaque match, mais quand même. On peut se dire aussi qu'on n'est pas capable d'être clutch au bon moment, de se lever lorsque la situation le requiert. Les Packers ont une fiche également de 2 victoires et 5 défaites contre des équipes avec au moins 10 victoires. Et une de ces victoires, c'est contre les Rams qui étaient privés de Puka Nakua et Cooper Cup, on s'en souvient.
dis pas que ça aurait changé grand-chose, mais on a vu que l'attaque Donc, tu des ajoutes Rams du avec poids à ces mon 2 joueurs. argument, donc. Ouais, ouais. Mais on a vu l'attaque des Rams avec ces 2 joueurs-là dans la formation est quand même, assez différente. Donc tout ça pour dire que je prends quand même les Packers parce que les Bears, rien ne va plus. On a juste hâte que ça se termine. Mais, écoute, je serais pas surpris ici, peut-être que les Bears, offrent une opposition quand même, assez, une opposition redoutable aux Packers dans ce match-là. C'est un match de Non, division. non. Non? Marc-André, ça fait maintenant 16 matchs qu'on voit les Bears. OK? Ils avaient, souviens-toi, il fait un temps, ils avaient une fiche de 4 victoires et 2 défaites. OK? Puis Ouais, ton là, star est ils là, ouais. n'ont pas gagné depuis. Non, 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 non. Même si c'est la dernière semaine d'activité. Non, non, non. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Donc, toi, tu vas prendre les Bears? Non, non, je vais prendre les Packers quand même. Et toi, J'ai Packers coché quand les même, OK. Packers. Oui, oui, oui. Les Seahawks à 9 et OK. 7 vont affronter les Rams qui sont 10 et 6. Les Rams, on peut gagner ou perdre une position. On est présentement troisième. Si les Bucks l'emportent et on perd contre les Seahawks, on pourrait se retrouver au quatrième rang. C'est pas mal ça qui est à l'enjeu du côté des Rams. Puis les Seahawks, ben, on est éliminés. Alors, mais j'ai pris les Rams pour l'emporter ici parce que justement, il y a un petit quelque chose encore à gagner. On aimerait ça l'emporter et s'assurer du troisième rang dans l'association. Ah, mais Matthew Stafford ne sera pas en uniforme, hein, c'est Jimmy Garoppolo qui va obtenir le départ. Alors Pas grave. moi, pour cette raison-là, je choisis les Seahawks afin de l'emporter. Puis Matthew Stafford, il avait besoin là, il a besoin de cette semaine de repos-là. Parce que je pense qu'il commence à montrer son âge. Écoute, Stafford est âgé de Mm. 36 ans, il va avoir 37 ans cette année. Puis Marc-André, il a passé pour moins de 200 verges lors de ses 3 derniers. Puis la semaine dernière, oui, les Rams ont gagné, mais Stafford a raté plusieurs passes. Les receveurs étaient libérés, là, Cooper Cup, Puka. Ses passes manquaient de précision. Il a laissé beaucoup de jeux sur le terrain. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'on lui donne un congé. Je suis certain que Sean McVay a remarqué la même chose. J'ai eu aucun doute dans mon esprit. On est chanceux du côté des Rams. Parce que malgré Matthew Stafford lors de ses 3 derniers matchs, ben, l'unité défensive joue bien, elle. Elle a accordé moins de 10 points lors de ces 3 rencontres-là. Alors, c'est l'unité défensive présentement qui transporte les Rams de Los Angeles. C'est espérer que Stafford mesure aussi de régénérer ses énergies en vue des éliminatoires en ne jouant pas cette semaine. Parce que je trouve que ça commence à être alarmant, là, ses performances lors des 3 dernières rencontres. Didier, j'avais pas vu que c'était Garoppolo en 2 morceaux de dinde. Tu me rappelleras lors du segment Fantasy Ah, de sauter Matthew Stafford, qui était mon site de la semaine. J'avais des stats ici pour Matthew Stafford. Il avait récolté 200 verges une fois lors des 5 derniers matchs, puis ça a été 5 victoires des Rams. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'on n'a pas besoin de Matthew Stafford. C'est un pour l'emporter, il a juste à en faire. Tu sais, c'est pas la pierre angulaire. C'est vraiment, ça passe par Karen Williams et l'attaque au sol. Matthew Stafford a seulement une passe de toucher à ses 3 derniers matchs. Donc, non, moi aussi, Matthew Stafford. Et du côté des Seahawks, pour ajouter à ton argument, Geno Smith, on a parlé de bonus. Ben, Geno Smith, il est présentement à 4097 verges par la passe. S'il en obtient 185 de plus, s'il obtient 4282, ben, on ajoute un bonus de 2 millions de dollars. Même chose avec une 10e ah ouais. victoire pour les Seahawks. Il y aurait un deuxième million, donc 4 millions. Puis il est présentement aussi, s'il obtient, il est présentement à 69,76% de passes complétées. S'il obtient 70%, ben c'est un autre 2 millions. Donc il pourrait faire jusqu'à 6 millions en bonus, Geno Smith, avec une victoire, bref, avec un bon match. Donc ça va être quand même quelque chose à surveiller du côté des Seahawks. Mais j'ai pris les Rams avant de savoir que Matthew Stafford n'était pas là. Je vais les garder. À domicile, on a un petit quelque chose à. On joue pour quelque chose du côté des Rams. Je vais garder mon choix quand même. Oui, écoute, tu es pardonné parce que c'est pas évident de suivre les activités quotidiennes de la NFL entre Noël et le jour de l'an. Là. Puis en plus, à tous les jours, je savais même plus quelle journée on était. Je pensais continuellement qu'on Oui. était samedi. C'est comme ça tous les ans entre Noël et le jour de l'an durant cette période-là. Bref, 6 millions à l'enjeu pour Geno Smith. Wow, bon, ben, Ouais. écoute, j'espère pour lui qu'il va être en mesure d'atteindre tous ses bonnies. Moi, je suis toujours content quand les joueurs sont en mesure de justement d'ajouter justement à leur gain au cours de leur carrière. Monétaire. Les carrières sont tellement courtes, là, ben oui, des gains monétaires, et voilà. Donc, tu prends les Seahawks. C'est bien Oui, ça? oui, oui, les ça. Ben ouais, Gino va tout OK. donner. Là, écoute, 6 millions à l'enjeu. Là. Puis Jimmy Garoppolo passe un quart pour les Rams. Ah ouais, c'est sûr. Les- Ça va se OK, passer par la voie des airs.
S'il sélectionne des passes, Gino va changer ça pour. S'il sélectionne des courses, il va changer ça pour des jeux de passes, je pense. Les Chargers à 10 victoires, 6 défaites vont affronter les Raiders qui sont 4-12. Pour les Chargers, il y a quand même quelque chose à gagner ici. On pourrait s'assurer du cinquième rang avec une victoire. Et une défaite des Steelers contre les Bengals, ça nous assurerait d'un match éliminatoire à Houston. Je pense que des équipes qui sont 5, 6, 7, on vise peut-être les Texans, là. Ça serait l'affrontement le plus alléchant, disons, pour une équipe sur la route lors du premier tour éliminatoire dans l'association américaine. Ouais, du côté des Chargers, j'ai pas vu c'était quoi le plan. Est-ce qu'on va donner repos à certains joueurs J'ai regardé ou hier, puis pas? Justin Herbert, j'ai rien vu non plus. Donc, Ouais, c'est ça. Hein. Hey, en parlant de Justin Herbert, j'ai vu tu sais, son frère joue pour l'Université d'Oregon, ben, tout comme mhm. Herbert l'a fait, sauf qu'il joue à la position d'ailier rapproché. Je l'ai vu en entrevue. Écoute, il a l'air d'être le frère jumeau de son frère. Là. La seule chose, c'est qu'il a un pinch, une petite barbichette. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Puis lorsqu'il parle, il sonne exactement pareil comme Justin Herbert. T'as l'impression que c'est Herbert qui était en entrevue. En tout cas, j'avais trouvé ça drôle. Mais ça pour dire, bon, en tout cas, on va voir est-ce que Harbaugh va faire jouer ses partants ou pas? Moi, je vais choisir les Raiders. Les Raiders, c'est qui ont donné un petit signe de vie lors des dernières semaines, depuis le retour au jeu d'Aiden O'Connell. Brock Les Bowers victoires connaît une contre les Saints saison et les historique. Jaguars, c'était très impressionnant, Didier, tu as raison. Ouais, ouais, c'est ça. Écoute, pour les Raiders, c'est une bonne chose, ces victoires-là. Je suis pas sûr que ça va permettre à Antonio Pierce de sauver son poste d'entraîneur-chef. Mais écoute, je vais choisir les Raiders. J'ai plus rien à perdre rendu ici à ce stade-ci de la saison régulière. Comme je le disais tout à l'heure, tu es déjà assuré d'avoir plus de victoires que moi. Mais imagine-toi le genre de saison que Brock Bowers, déjà qui connaît une saison historique, Hmm. mais en plus de ça, tu sais, il réussit ça avec. C'est qui lui lançait le ballon? Là? Ben, il y a Aiden O'Connell, avant ça, c'est Gardner Garner Minshew, Minshew. Desmond C'est Ridder vraiment pas essayait. fameux, là. Ouais, Desmond Ridder essayait, ouais. Donc, tout ça pour dire, en tout cas, Bowers, il va être incroyable. Là. Il est voué tellement un brillant avenir. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir la suite des choses pour Bob Bowers. Mais aucun doute qu'il va être le premier élire rapproché là, dans toutes les ligues de fantasy football ou à peu près la saison prochaine. Effectivement, effectivement. Donc, toi, les Raiders, moi, les Chargers. Les 49ers à 6 et 10 vont affronter les Cards qui sont 7 et 9. Arizona a 5 victoires contre 3 revers à domicile. On joue quand même bien. J'ai pris les Cards ici pour essayer de me différencier des gens. Puis, c'est ça, on est à domicile. On a 5 défaites en 6 matchs. Vraiment, la fin de saison, ça a été un queue de poisson du côté des Cards. Je pense qu'on veut essayer de finir sans beauté. J'ai pris les Cards ici. Ouais, initialement, j'avais pris les 49ers, mais j'ai changé mon choix parce que Brock Purdy a raté la rencontre. Tu sais, il n'avait pas terminé le match la semaine dernière des 49ers en raison du blessure à un coude. On dit que la blessure n'est pas grave, c'est juste au niveau de son air qu'il y avait quelque chose, mais on dit qu'il va être correct. Toutefois, il ne jouera pas la rencontre. Alors, pour cette raison, tu viens de parler des succès de l'Arizona à domicile. Et puis là, du côté des Cards, on va faire jouer nos joueurs partants. Je vais choisir les Cardinals afin de l'emporter contre les Niners. Ça fait le tour des matchs de la semaine 18, Didier. Quelques surprises, mais là, je pensais me différencier avec les Titans. Je suis un peu déçu que tu changes ton fusil d'épaule à la dernière minute comme ça. Mais c'est Ouais, correct. ben, ils reposent leurs joueurs, les Texans. Alors, Ouais. j'ose croire que l'équipe A des Titans est meilleure que l'équipe B de Houston, mais si Houston Au, trouve une façon de l'emporter, je ne suis pas surpris. J'ai aucune confiance en le Tennessee. au classement, je crois que c'est Packers qui est encore premier, suivi de Marie. J'ai bien hâte de voir. Est-ce qu'on a le classement? Ah, Oui, ben voilà. oui, Voilà, ça voilà, arrive. Oui. voilà, voilà, voilà. Ah, Packers, Oui, ben oui. Packers 188 est toujours en tête avec 191. Il en a 7 de plus que toi et 20 de plus que moi, Seigneur. ouais, ouais. C'est fou, ça. C'est fou, ça. Écoute, j'ai été 11 et 5. Tu as été 14 et 2 la semaine dernière, hein, tout Ouais, de ouais. même. J'ai vu. Wow. Ouais, 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 ouais. Ouais, tu termines en Mais fort, en force. oui, ouais, ouais, ouais. Donc j'ai bien hâte de voir cette semaine. Ça va se conclure cette semaine. J'ai essayé, bon, les Jets ici, là, je pourrais essayer de faire des gains. Les gens n'aiment pas les Jets, moi non plus, mais gars, on essaie, il faut ce qu'il faut. Il faut. Alors, Guillaume a également été 11 et 5 la semaine dernière. Alors, on va Est-ce voir si Packers 188 sera toujours en tête la semaine dernière, s'il va finir en tête du pool du sac du quart. est-ce que tu es prêt à te mouiller, Didier?
Prêt à me mouiller à quel point de vue, là? On fait juste ça, OK, se mouiller depuis le début du podcast avec nos ouais, prédictions, c'est là. fou. Au niveau des entraîneurs-chefs, on a décidé de jouer un jeu Hmm. aujourd'hui pour vous et c'est essayer de prévoir quels entraîneurs vont être congédiés lors du fameux lundi noir, donc le premier lundi après la On va saison. mettre un pourcentage de chances qu'ils vont être congédiés lors du Black Monday, là. Alors, on voit les Ça, entraîneurs c'est ici. Oui, vas-y, Ouais, c'est ça. je te Ben ça, laisse y c'est aller. la liste que j'ai dressée d'entraîneurs qui se retrouvent sur un siège éjectable. On va rafraîchir en mémoire aux gens. Naturellement, on sait que les Jets, les Bears et les Saints sont déjà à la recherche de nouvel entraîneur-chef pour la saison dernière, pour la saison prochaine plutôt, étant donné qu'ils ont congédié leur entraîneur-chef. Alors, les entraîneurs-chefs sur un siège éjectable, Jordan Mayo, Kevin Stefanski, Doug Peterson, Brian Callahan, Antonio Pierce, Brian Dable, Mike McCarthy. J'aime le choix de Guillaume d'avoir mis Doug Peterson en photo de l'avant de la photo sur le tableau. Alors, on va commencer avec Jordan Mayo des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On va y aller sur l'ordre qu'il y a sur le tableau Marc-André. Saison bah, désastreuse du côté des Patriots, mais en même temps, il n'y avait pas d'attente hein, du côté de la Nouvelle-Angleterre Mhm. cette année, ça, on va se le dire. Effectivement, moi, j'ai mis Jerome Mayo à 60% parce que moi aussi, je me suis dit au début, après une saison, c'est très rare qu'on fait un changement. Il y avait justement pas d'attente. On avait repêché notre quart. Il n'y a vraiment pas eu. On avait repêché notre quart de concession. Ça peut être long, la reconstruction. Sauf que plus je lisais sur Jerome Mayo, plus que je regardais ce qui se disait en Nouvelle-Angleterre, c'est que la défense, elle est excessivement mauvaise. Puis le problème, c'est que elle est dans le dernier tiers de la ligue, de la NFL cette saison. Mais le problème, c'est que c'est la spécialité de Gerard Mayo, bien joué en défense. Mhm. C'est comme quelqu'un qui prend un spaghetti à cage au sport. Je veux dire, t'es pas supposé de faire ça, t'es pas supposé que ta spécialité, ce soit ton point faible dans la vie. Donc, pour moi, puis je lisais aussi qu'en conférence de presse, il y a peut-être un manque de leadership du côté de Gerard Mayo. Il me porte souvent le blâme sur ses entraîneurs, sur ses adjoints, sur ses joueurs. Bref, peut-être justement un manque de leadership, un manque d'expérience aussi qui pourrait lui coûter sa job. Robert Kraft, pas compliqué, Didier. Il n'a jamais cherché un entraîneur-chef où ça fait. Depuis Bill Belichick, on a embauché, on a élevé, disons, Ron Mayo à l'interne à la fin de la saison. Ça pourrait être intéressant de voir du côté des Pats si on pouvait justement avoir un processus d'entrevue et tout, parce que ça devient une place quand même assez prisée. On a des éléments en place, on a notre quart de concession, on a des bons joueurs en défense. Reste maintenant à ce que le mélange ça pogne, ça lève, en fait, la pâte lève en Nouvelle-Orléans, en Nouvelle-Angleterre. Mais Jerome Mayo, au début, j'étais dit, c'est sûr qu'ils ne le congédieront pas. Mais maintenant, je le mets à 60% parce que je pense qu'il y a peut-être plus que la moitié des chances, selon moi, qu'il soit congédié. Ben, c'est jamais une bonne chose lorsqu'un entraîneur-chef a une spécialité. Là. Comme tu l'as dit, John Mayo, bon, c'est un ancien secondaire de ligne et la défense des Patriots, elle a été exécrable. Surtout que cette défense-là, l'année dernière, les Patriots ont eu des ennuis, mais c'était en attaque. Défensivement, ça allait très bien, même là, du côté de la Nouvelle-Angleterre. Et c'était avec principalement le même groupe de joueurs là, qui est là présentement cette année. Il n'y a pas eu des changements nécessairement majeurs, mis à part la perte de Matt Judon. Bon, on a perdu Chris Barmore, qui a raté toute la saison. Il était malade, mais quand même, là, cette défense-là, elle est assez talentueuse pour être meilleure qu'elle ne l'est présentement. Moi, je vais en ajouter un peu plus que toi. Je vais y aller à 65 65 parce qu'il y a des rumeurs comme quoi que les Patriots seraient peut-être intéressés de ramener à la Nouvelle-Angleterre un autre ancien secondaire de ligue, comme Gerald Murray, Mike Vrabel, qui est Ouais. disponible. Alors, ça va être quelque chose à surveiller. Alors, mais c'est vrai, comme tu dis, généralement, ça prend vraiment une saison. Il faut que tu sois un désastre lors de ta première année afin qu'on ne te donne pas une deuxième opportunité, afin qu'une équipe ne te ramène pas pour une deuxième saison. Mais je veux dire 65 des chances que Mayo soit congédié, malheureusement pour lui, lundi prochain. Comme ça, 65, moi 60. Kevin Stefanski, maintenant, du côté des Browns, Didier, qu'est-ce que tu en penses? 40 40 seulement de chances que Stefanski soit congédié à Cleveland parce que le blâme revient au propriétaire. OK? C'est le propriétaire qui a bousillé la saison. On n'a pas ramené Joe Flacco ou on n'a même pas mis sous contrat un autre carrière qui fait compétitionner avec Deshaun Watson ou nous donner un coup de main si Watson se blesse. Bon, oui, OK, c'est vrai, il y avait Jameis Winston, peut-être que j'ai tort de dire ça. Jameis, bon, qui a connu certains bons moments
depuis que Deshaun Watson n'est plus là. Euh, mais quand même, on a congédié le coordinateur à l'attaque qu'on avait l'année dernière parce que Deshaun Watson ne trouvait pas, il n'aimait pas son système de jeu. On a tout fait en fonction de Deshaun Watson, mais à la base de tout ça, c'est le propriétaire des Browns qui avait décidé de mettre sous contrat de Sean Watson, de compléter la transaction en fait d'amener Watson à Cleveland. Alors, on ne peut pas blâmer Kevin Stefanski pour les déboires des Browns, selon moi, ça c'est mon avis. Mais une rumeur qui circule que peut-être Cleveland pourrait être intéressé à échanger Stefanski contre possiblement un choix de deuxième ronde. Moi, je veux dire 50%. 50% des chances que Kevin Stefanski soit de retour à la barre des Browns la saison prochaine. Moi, tu vois, je l'ai mis à seulement 10 parce que je pense que c'est Ah un oui? entraîneur-chef, c'est un excellent entraîneur-chef. Puis il doit, un peu comme toi, il doit faire avec ce qu'il a sous la main. Et par contre, je trouve qu'on a décidé, il a fait jouer Deshaun Watson beaucoup trop longtemps. Là, on s'entête du côté des Browns à faire jouer Dorian Thompson-Robinson. Je sais pas si on veut avoir les meilleures chances de perdre et d'améliorer notre rang de sélection pour repêchage. Mais je pense que c'est un entraîneur extrêmement compétent. 2 fois l'entraîneur de l'année, dont l'année dernière, hein, on s'en souvient, il était nommé l'entraîneur de l'année. On a eu beaucoup de blessures également du côté des Browns. Puis on l'a vu déjà faire opérer sa magie, Kevin Stefanski, avec des corps moyens. Moi, je pense que si on le congédie du côté des Browns, ça sera un gars qui va se trouver une job assez rapidement euh, ailleurs dans la NFL parce que je pense que c'est un bon cerveau à l'attaque. Ça a juste les blessures cette année, notamment Nick Chubb, ça n'a pas aidé. Mais je pense qu'on trouvera pas mieux du côté du marché des entraîneurs autonomes, si on peut dire ça comme ça, du côté des Browns. Je pense qu'on se doit de garder Stefanski pour avancer. C'est quoi, Marc-André? Pour Kevin Stefanski, je souhaite que les Browns le congédient. Comme tu dis, il va sûrement se retrouver un emploi assez rapidement. Il a été déjà sélectionné 2 fois en tant qu'entraîneur-chef de l'année. Pour lui, là, quitter l'organisation des Browns, je crois que ça serait la meilleure chose. Il pourrait prendre une année sabbatique et revenir à la charge en 2026. Mais pour lui, en tout cas, moi, je souhaiterais pratiquement que les Browns le congédient. On pense à Doug Peterson avec les Jaguars de Jacksonville. J'imagine que c'est élevé pour toi aussi, Didier. Pour moi, ça l'est en tout Doug Peterson, 145% des cas. chances qu'il soit congédié lundi. OK? 140. Ouais. Si on était à Las Vegas, on nous permettrait même pas de parier sur les chances que Doug Peterson soit congédié. Écoute, ça a été un désastre. Ça a été un désastre. On voit sa fiche ici à l'écran, 22 et 28 en tant qu'entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville. Mais par où commencer? Tu sais, il était supposé aider Trevor Lawrence. Trevor Lawrence ne cesse de régresser depuis la saison dernière. Doug Peterson, moi, je croyais qu'on allait congédier lorsqu'on a perdu 52-6 contre les Browns de Cleveland. Il a été en mesure de maintenir son emploi, mais je ne vois pas comment il peut survivre à la saison que les Jaguars connaissent cette année. Cette équipe-là était désorganisée semaine après semaine. Il n'y a rien qui fonctionne. Il est supposé être un gourou des carrières, un gourou à l'attaque. On ne voit rien de ça. Euh, non, pour moi, Doug La Peterson, photo c'est est terminé. C'est incroyable. terminé depuis au moins la mi-saison. Ouais, c'est ça, il me donne le pouce, Dis, le thumbs up, le pouce vers le haut, mais je ne crois pas qu'il va être de retour l'année prochaine. Je pense qu'il va être une des premières victimes du Black Monday. Je ne peux pas croire qu'on va le ramener à Cleveland l'année prochaine, à Jacksonville l'année prochaine. Je ne peux pas croire à ça. comme dans les Colisées romains, là. Moi aussi, c'est comme ça. Je l'ai mis à Ouais, le pouce vers 98% le dans mon bas. cas. J'ai mis à 98% parce que je trouve qu'il n'y a pas de certitude dans la vie. J'ai pas voulu mettre 100. Les Jaguars ont une fiche de 5 victoires et 19 revers depuis la semaine 12 l'an dernier. C'est la pire fiche dans la NFL. Tu Hmm. as vraiment tout dit. On l'a embauché pour qu'il répare Trevor Lawrence. C'est pire. Trevor Lawrence a régressé. Je pense même que lui et le directeur général Trent Baalke vont y passer dès lundi. Et même, je te dirais peut-être dimanche soir, même après le dernier match de Jaguars. Ouais, c'est vrai, des fois, on n'attend même pas à Ouais. lundi matin, là. Immédiatement après les Mhm. rencontres, des fois, tu apprends qu'un entraîneur-chef n'est pas de retour. En tout cas, j'ai mis hâte de voir ça. Mais Doug Peterson, je peux pas croire. Encore une fois, là, je sais que je me répète, mais je ne peux pas voir aucun scénario qui fera en sorte qu'il sera de retour à Jacksonville. Brian Callahan, maintenant, du côté des Titans du Tennessee, est-ce qu'il le sera? Est-ce qu'il là, Hmm. on lui passera le coup près? C'est quoi l'expression? Ouais, passer un coup C'est près? ça, le Non, coup est-ce près, je qu'il pense? Je évitera le sais coup pas. près? Il évitera le coup près. Ouais, plutôt. Ouais, ben, Ouais. c'est un peu une situation comme Gerald Mayo, hein.
Écoute, il va terminer sa première saison à la barre des Titans du Tennessee. Pour moi, les Titans ont été un désastre. Mais en même temps, je suis pas un fan de Brian Callahan, là. En tant qu'entraîneur-chef de qu'est-ce que j'ai vu cette année, mais en même temps, lui, il a hérité de Will Levis. Ok, son mandat, c'était d'améliorer les performances de Will Levis. Ça n'a pas vraiment été le cas, là. Même Levis est cloué au banc là, maintenant. On préfère terminer la saison régulière avec un Mason Rudolph. Donc, clairement, on a lancé la serviette sur Will Levis. Mais il y a le DG également des Titans du Tennessee qui, lui, croyait vraiment Will Levis. C'est une des raisons pour laquelle on a congédié Micah Vrabel. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que Brian Callahan n'est pas à blâmer pour tous les déboires des Titans du Tennessee. À cause de ça, je vais aller à 45 des chances. 45 des chances qu'il soit congédié à la fin de la saison régulière. Moi, je l'ai mis à 30. Tu as vraiment parlé de Will Levis. Encore là, je pense comme toi qui est embauché pour essayer de redresser Will Levis. Ça n'a pas vraiment été le cas. Mais je trouve qu'on a pris des mauvaises décisions. Puis ça, c'est pas de sa faute à Braden Canahan du côté des Titans. On a acquis Calvin Ridley et Jarius Sneed. C'est les deux joueurs ou deux décisions qui n'ont pas vraiment remporté cette saison. Mais l'affaire aussi avec Brian Callahan, c'est que l'attaque des Bengals, on dit que c'est un gourou en attaque, mais l'attaque des Bengals cette saison a été encore meilleure sans lui. C'est quand même fou de penser ça, tu sais. Mais je pense qu'on va lui Ben, parce que donner c'est le le bénéfice. système à Zach Taylor. C'est le système à Exactement. Zach Taylor. Tu sais, c'est ça qui arrive là, lorsque tu embauches le coordinateur offensif d'une équipe, puis là, ben, c'est lui qui a la réputation de gourou. Alors que c'était même pas lui qui sélectionnait les jeux l'année dernière pour les Bengals de Cincinnati lors des dernières Mhm. années. C'est Zach Taylor qui sélectionne les jeux. C'est le système à Zach Taylor. Donc, ouais, moi aussi, là, je trouve ça bizarre. Donc, mais moi, je pense que contrairement à Jerome Mayo, on n'a pas vraiment. La presse disait que justement, dans ses commentaires d'après-match, Mayo, on était insatisfait souvent. Justement, il manquait un peu de. Il était un peu. Il manquait de leadership et tout. On n'a pas vraiment vu ça du côté de Brian Callahan. Je pense qu'on va lui donner une autre chance parce que justement, tu as tout dit, là, les attentes étaient très basses avec les Titans. Je pense qu'il va avoir une chance de se racheter en 2025, Brian Callahan. On- Antonio OK, Pierce, j'ai hâte de voir ça. Antonio Pierce maintenant avec les Raiders de Las Vegas. J'imagine que c'en est un autre Hmm. dont le pourcentage est élevé pour toi parce que pour moi aussi, c'est très élevé. Ouais, Antonio Pierce qui avait terminé la saison dernière à titre d'entraîneur-chef par intérim. Il avait bien fait, les Raiders avaient gagné des matchs et puis ça fait en sorte on lui a retiré l'étiquette d'intérim. On en a fait l'entraîneur-chef, mais cette année, ben, on le voit. Hein. Bon, combiné à sa fin de saison l'année dernière, un dossier de 9 victoires et 16 défaites. Oh boy! Le Hmm. pourcentage pour Antonio Pierce, moi je crois qu'il ne sera pas de retour. Premièrement. OK? Parce que de ce que j'ai entendu dire, sa relation avec le propriétaire Mark Davis n'est plus ce qu'elle était. Je vais y aller à 85 des chances. OK. Malheureusement pour lui, J'aime ça. Antonio Pierce ne sera pas de retour à la barre de l'équipe là, du côté des Raiders. Puis, écoute, durant la saison morte, euh, écoute, on a bousillé notre saison morte dans le fond. Tu sais, on a commencé l'année Mhm. avec Gardner Minshew. On a mis ce contrat à Gardner Minshew. C'est Minshew notre carrière partant. Au repêchage, on espérait pouvoir repêcher Penix. Finalement, on a repêché Brock Bowers, qui va être tout un joueur, mais on avait besoin d'un carrière. Le fait que les Falcons ont repêché Penix, ben, ça a complètement surpris les Raiders. Ça les a pris de court. Mais je pense qu'il y a 85 des chances que Antonio Pierce ne sera pas de retour à la barre de l'équipe. Bon. Moi, je l'ai mis à 95. Je suis pas mal convaincu qu'il va se faire congédier. Ouais. C'est un excellent motivateur. C'est ça sa principale qualité, Antonio Pierce, mais on a vu que c'est pas un grand technicien. Puis lui aussi, il a eu des décisions Ben douteuses non. cette saison que je pense qui ont mal passé. Faut pas oublier aussi, il y a l'aspect de Tom Brady qui est maintenant actionnaire minoritaire dans le groupe de propriétaires des Raiders. Je pense que on va le mandater pour faire un peu le ménage dans cette organisation-là. Je pense qu'on va vouloir commencer à neuf du côté du groupe de propriétaires de Tom Brady. Je pense qu'Antonio Pierce va malheureusement y passer. C'est un joueur, c'est un bon coach, un bon motivateur, mais justement, je pense qu'il manque la coche pour devenir un entraîneur-chef efficace, disons, dans la NFL. Ben ouais, ben, il n'a pas beaucoup d'expérience. Écoute, Antonio Pierce a juste été entraîneur-chef au niveau de l'école secondaire. Puis même là, il avait été un désastre. OK, lui il vient de la Mhm. région de Los Angeles, mais ça n'avait pas bien été pour lui.
Après ça, il n'a jamais été un entraîneur-chef à aucun niveau. Il n'était même pas le coordinateur de la défense des Raiders l'année dernière lorsqu'il est devenu entraîneur-chef par intérim. Il était l'entraîneur des secondaires de ligne uniquement. Alors, c'est beaucoup. Alors, ouais, peut-être que 85%, c'est même pas assez haut de mon côté, mais je crois pas qu'il va être de retour l'année prochaine. Ça va être intéressant. Brian Dable avec les Giants de New York. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut faire le ménage du côté des Giants. Je peux pas croire. En commençant par le DG Joe Shane. Il n'y a pas juste Brian Dable, mais Joe Shane, uniquement pour sa décision, OK, de ne pas avoir offert un contrat à Saquon Barkley, d'avoir permis à Barkley de quitter pour Philadelphie. Juste pour ça, il devrait être congédié. Ils sont chanceux que Barkley ne va pas jouer en fin de semaine parce que Saquon aurait juste tourné le fer dans la plaie des Giants de New York. Mais des Bulls également, tu sais, quand je regarde les matchs des Giants, lorsque j'ai regardé les matchs des Giants cette année, euh, on blâmait beaucoup Daniel Jones hein, depuis des années. Mais là, on a vu, même sans Daniel Jones, cette équipe-là, à quel point elle en arrachait. Puis je pense que ça reflète directement sur Brian Dable. Donc, pour moi, mais encore une fois, les Giants, John Mara, le propriétaire, il est toujours trop patient avec ses entraîneurs-chefs, avec son DG. Tu sais, souviens-toi, plus tôt cette année, il avait donné un vote de confiance à Dable et Shane, hein? John Mara, mais je peux pas croire, là. On connaît des pires saisons de l'histoire de la concession. Comme Antonio Pierce, j'ai donné le même pourcentage à Dable, 85%. Oh, Toi, c'est quoi quand ton même. pourcentage de chance qu'il soit congédié? Moi, j'ai mis 70 parce que je peux pas croire qu'après Ouais. 2 saisons consécutives de 11 défaites, on va renouveler notre entraîneur-chef. Par contre, je vais faire un plaidoyer. En fait, la carte de Brian Dable, c'est de se dire, lorsqu'il a obtenu un bon jeu à la position de carrière, c'est en 2022, Daniel Jones a connu vraiment la saison de sa carrière. On a participé aux éliminatoires, il a même gagné l'entraîneur-chef de l'année, Brian Dable. Donc, ça, pour lui, c'est son plaidoyer pour demeurer en poste avec les Giants, parce qu'on se dit, on va assurément repêcher un nouveau corps arrière pour prendre les rênes de cette équipe-là. Est-ce que maintenant, il faut falloir déterminer est-ce qu'il est l'homme de la situation? Parce qu'on s'en souvient, Brian Dable, on disait que c'était lui le génie derrière Josh Allen. Est-ce qu'on va croire en Brian Dable pour la suite des choses? Moi, j'ai mis 70%. Euh, je suis un peu ambigu. Je ne sais pas ce qu'on va faire à ce côté des Giants. Si c'était juste de moi, je pense que je congédierais le DG, puis je congédierais l'entraîneur-chef, puis je repartirais à neuf avec un nouveau corps, un nouveau régime. Mais je ne suis pas convaincu, un peu comme toi. On est patient du côté de M. Mara, du côté des Giants. Je pense qu'on va le garder en poste, mais j'ai quand même mis à 70%. Euh, je sais pas. C'est 70%, je pensais que c'est plus que la moitié, mais c'est moins qu'une certitude. C'est ça pour moi, Brian Dable en ce moment. La saison 2021 des Giants, c'est un mirage. Il faut l'oublier parce que ça a été c'est un des problèmes qui explique pourquoi les Giants sont dans la situation où ils sont présentement. C'est qu'après cette saison-là, 2021, là, du côté des Giants, on croyait qu'on était parti pour la gloire. Là. Alors que c'était un mirage. Tu sais, souviens-toi, on avait gagné plusieurs matchs là, tu sais, par moins, par une possession, des matchs serrés. On avait été chanceux. Tu sais, ça arrive, ça, des fois, il y a des équipes qui connaissent une saison magique, très chanceux. Euh, Puis on participe aux éliminatoires alors que l'équipe n'est pas très bonne. Puis c'est exactement ça qui est arrivé du côté de l'organisation des Giants. Puis on n'arrête pas de repenser à cette saison-là qui était un mirage. On avait la fiche de Brian Dable là, à l'écran, 18-31 et 1, Marc-André. Mm. 18-31 et 1. Je ne crois pas qu'il peut survivre à ça. Mike McCarthy, maintenant, les Cowboys, est-ce qu'il a sauvé son emploi en fin de saison? En fait, il faudrait dire, parce que son contrat expire en janvier. Est-ce qu'il va avoir un nouveau Oui. contrat? C'est plus ça la question dans son cas, Mike McCarthy. Est-ce qu'il a su convaincre le grand patron Jerry Jones? J'en avais parlé lors des dernières semaines durant le podcast. Tu sais, Jerry Jones, lors de son émission de radio, il a pris une partie du blâme là, tu sais, pour la mauvaise saison des Cowboys. Souviens-toi, durant la saison morte, on n'a fait aucune acquisition. On n'a fait aucune acquisition. La seule acquisition qu'on a fait, c'est encore une fois Ezekiel Elliott qu'on a ramené à Dallas. Mais qu'est-ce qu'on a fait afin d'aider, afin d'améliorer cette équipe-là durant la saison morte? Ben, la réponse, c'est qu'on n'a rien fait. Donc, je ne peux pas mettre tout le blâme sur les épaules de Mark McCarthy, surtout qu'en deuxième moitié de saison, on a vu les Cowboys jouer avec intensité, malgré le fait que leur chance de participer aux éliminatoires était très petite. On a continué de se présenter, de jouer avec effort. Bon, ça n'a pas bien été la semaine dernière à Philadelphie contre les Eagles. Il faut dire que CD Lamb n'était pas là du côté de l'attaque. Sa saison est terminée en raison d'une blessure à une épaule. Moi, je veux dire 40%.
crois qu'il y a seulement 40% des chances de ne pas être de retour à la barre de l'équipe l'année prochaine. Je pense que Jerry Jones va en venir à une entente avec McCarthy, avec l'agent de McCarthy, puis qu'on va lui donner un nouveau contrat. Quand même fou. On n'a pas offert de prolongation de contrat à Mike McCarthy après 3 saisons de 12 victoires, puis on va lui offrir un nouveau contrat après une saison sous la barre des 500. C'est quand même ironique dans la vie. Ah, j'avoue, hein, Euh, ouais, vu comme ça, j'avoue. Hein. j'ai mis à 50% parce que je suis ambivalent dans son cas. Je pense que si on ne renouvelle pas, si on ne lui offre pas un nouveau contrat, il va se trouver un emploi ailleurs, peut-être même plus lucratif. Ça serait le genre des Jaguars à lui offrir un contrat avec beaucoup d'argent. Bref, j'ai mis 50% dans mon cas parce que oui, je suis un peu d'accord avec toi. Jusqu'à la cuisante défaite contre les Eagles la semaine dernière, on jouait quand même bien du côté des Cowboys avec Cooper Rush, avec des joueurs vraiment, avec nos plusieurs réservistes à des positions clés. Je pense que Mike McCarthy a quand même fait du bon travail. Ah, ben d'accord, j'ai bien hâte de voir ça. Là. On n'aura pas patienté longtemps. Hein? La saison va se terminer dimanche, puis comme on disait tout à l'heure, des fois, il y a des congédiements immédiatement dimanche soir, là, à la conclusion de la saison régulière. Ouais, puis écoute, on s'est prêté au jeu, toi puis moi, de peut-être un congédiement surprise ou inattendu. Donc là, tu t'as vendu un On peu dirait la qu'il y en a à tous mèche. les ans. Ouais. Ouais, t'as vendu un peu la mèche plus tôt. Je suis content parce que moi aussi, je voulais parler de lui. Mais j'ai décidé d'aller Ah ailleurs en me ouais, disant, c'est sûr qu'il va parler de lui. Fait que j'ai décidé de. Alors, je te laisse aller. Ce serait quoi ton congédiement surprise euh, du lundi noir OK. dans la NFL? Shane Steichen, des Colts Ouais. d'Indianapolis. Je ne sais pas, tu as vu tout ce qui est sorti là, lors de la dernière semaine environ là, du côté de l'organisation des Colts sous Shane Steichen. Il semblerait qu'il y a un grand manque de discipline. Là. On parle de joueurs qui arrivent en retard aux réunions, qui ratent des traitements avec les physiothérapeutes. On dirait que Shane Steichen n'est vraiment pas en contrôle de la situation à Indianapolis. Jumelé au fait qu'on mise sur un propriétaire tu sais, des fois, qu'il peut avoir la mèche courte. Moi, j'ai l'impression que Shane Steichen, son poste est en danger. Là. Le match de cette semaine, pour lui, il faut que son équipe se présente. Là. Après la déconfiture contre les Giants la semaine dernière, on dit ah, c'est un match qui ne veut rien dire. Non, non, non. Moi, je pense vraiment si on est embarrassé du côté de l'organisation des Colts lors du dernier match de la saison régulière, que Steichen, peut-être qu'il ne serait pas de retour. Moi, je suis convaincu que Gus Bradley, le coordinateur de la défense, ne reviendra pas. Mais Syken, en raison du manque de discipline qu'il semble avoir de côté de son équipe, de toutes les rumeurs qui circulent, je pense que c'est un entraîneur qui va terminer sa deuxième saison à la barre de l'équipe, mais il pourrait être congédié. Puis même le DG, Chris Ballard, c'est un DG que j'aime. Il est en mesure de trouver des bons joueurs, des joueurs de talent. Je trouve que Ballard repêche bien. Mais le problème, c'est que là, ça va faire combien d'entraîneurs-chefs? Tout ça qu'on va avoir là, du côté des Colts d'Indianapolis. Alors peut-être que lui aussi, il pourrait perdre son emploi, je crois. En tout cas, ça va être une situation à suivre, ça, du côté des Colts. Surtout si on y va d'une contre-performance au cours du week-end. Qu'est-ce que tu penses de ça comme choix? Ben, tu viens d'en parler un peu, là. Tu n'es pas vraiment surpris. Tu crois que c'est une possibilité aussi? Est-ce que tu dirais que l'épisode où Anthony Richardson a quitté en plein match parce qu'il était fatigué, ça a été le début de la fin, où on a commencé à se poser des questions. C'est pas quelque chose que l'on voit dans des grandes équipes, ça. Je comprends le concept qui était vraiment fatigué peut-être, mais je pense que c'est là qu'on a commencé à se poser des questions sur Shane Steichen. J'ai parlé de leadership tantôt avec Jerome Mayo. Je pense qu'il y a un problème de leadership. Tu as sûrement vu la sortie également de Pat McAfee là, sur les Colts. Cette semaine. Oui. C'était vraiment virulent. Mais je pense que c'était à propos parce que cette équipe-là semble, justement, ça semble être un country club, comme on dit. Ouais, puis est-ce que c'est ça qui a permis à Richardson de penser que c'était correct justement de se retirer du match? Mhm. C'est l'atmosphère country club qui règne au sein de cette équipe-là. Parce que si c'était Bill Belichick, l'entraîneur-chef, là, ça n'aurait jamais croisé l'esprit à Richardson de sortir de la rencontre. La même chose si c'était Andy Reid qui était l'entraîneur-chef des Colts personnellement. Donc, je pense qu'il y a un manque au niveau de la culture de l'équipe des Colts d'Indianapolis. Mhm. Puis c'est effectivement le cas, ça reflète directement sur l'entraîneur-chef. Alors peut-être qu'on va décider d'aller d'un changement de direction du côté des Colts. Encore une fois, on parle d'entraîneur-chef qui pourrait potentiellement être congédié. Euh, qui va le remplacer? Ça en vient toujours à Ouais. ça. Parce qu'avant de congédier ton entraîneur-chef, des fois, tu es mieux d'avoir, ben pas des fois,
tu es mieux d'avoir une bonne idée en tête à savoir qui va le remplacer. Alors, en tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir ça, mais ça va être un dossier à suivre, ça. Je le répète, le match des Colts cette semaine, je pense que c'est vraiment important pour l'avenir de Shane Steichen à la barre de l'équipe. Moi, j'ai choisi Zach Taylor, l'entraîneur-chef des Bengals de Cincinnati, spécialement si les Bengals ne participent pas aux éliminatoires. J'ai écouté les 12 travaux Ouais. d'Astérix pendant le temps des fêtes. Puis, tu sais, lorsque la première épreuve, c'est Pourquoi pour la 35e fois ou environ? T'as exact, écouté 12 travaux? exact. J'ai Je serais j'ai dû écouté pour Astérix écouter et les 12 12 travaux d'Axérix, ça. Je serais dû, La là, pour première un épreuve, refresh. c'est le sprinter ou le gars de marathon là, on voit qu'il part au sablier, lorsqu'on dit go, il part, puis Astérix, il est là en train de s'asseoir, puis prendre une potion magique par la suite. Bref, c'est un peu l'image des Ouais, Bengals que j'ai. l'équivalent de stéroïdes, hein, du côté d'Astérix. La Oui. potion magique. Mais là, mon point, c'est qu'on commence pas les saisons à temps. Puis, on a une fiche de 1 victoire et 12 revers lors des 2 premières semaines. Depuis que Zach Taylor est à la barre de l'équipe, c'est un peu Astérix qui décide finalement de le voir l'autre partir. Il part par la suite. Oui, on finit par le rattraper, on finit par participer au Astérix, c'est Super sur le Bowl, on jus, finit comme on dit. Ouais. On finit par le rattraper. Astérix finit par gagner à la fin. On finit par participer à une présence au Super Bowl, puis à participer à des finales d'association. Mais cette année, là, ça se peut que ça ne fonctionne pas. On est parti la saison 0-4. Puis à un moment donné, il y a tu as parlé de décisions douteuses, tu as volé un peu mon punch. La gestion du cadran contre les Broncos, c'est peut-être pour moi la goutte qui pourrait faire déborder le vase dans le cas de Zach Taylor. Il ne faut pas oublier que les Bengals cette saison ont une fiche de 0 victoire et 7 revers contre des équipes qui sont présentement en éliminatoire. On a battu des équipes, Hmm. mais on a battu des équipes qui sont hors des éliminatoires en ce moment. Euh, les Bengals, par exemple, on est quand même assez conservateur au niveau de l'entraîneur-chef. Je suis Et conscient que voilà. Zach Taylor a encore 2 ans à son contrat. Je pense pas qu'on va le congédier. L'attaque fonctionne à plein régime. Mais si on part de surprise, si on regarde la réalité en pleine face, ou si on se regarde dans le miroir du côté des Jaguars, des Bengals, je pense que Zach Taylor, pour vrai, on peut faire un argument, on peut avoir des arguments contre ou un plaidoyer contre lui et pour son congédiement. J'ai mis 25 mais ça peut être plus autour de 15, là, je pense pas, mais quand même. Pour le jeu qu'on fait ce matin, j'ai décidé de choisir Zach Taylor parce que justement, on peut faire des arguments. Les Bengals, honnêtement, on va enfin se brûler avec nos mauvais départs. On n'est pas prêt. Ça fait comme depuis son embauche qu'on n'est pas prêt pour entamer la saison. Puis je Hmm. pense que je suis content de voir que les Bengals vont se brûler enfin parce qu'ils étaient dus pour se brûler. Ouais, ben, ce sont des bons arguments que tu fais, là, puis moi, je vais pas te contredire là-dessus, parce que moi, j'étais horrifié de voir la façon dont il a géré la fin de la rencontre contre les Broncos de Denver. Encore une fois, c'est Joe Burrow qui est venu lui sauver les fesses en permettant à Cleveland de l'emporter là, avec sa passe de toucher en prolongation à T. Higgins. Mais le point que tu as mentionné, le propriétaire des Bengals de Cincinnati, Paul Brown, lui, il n'aime pas là, être pris à payer deux entraîneurs-chefs en même temps. Là. Tu sais, congédier un entraîneur, tu es obligé de le payer pendant que tu en embauches un autre. Tu sais, c'est pas un propriétaire qui a nécessairement les poches profondes. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça de propriétaire d'une équipe de la NFL, mais tu sais, il y a des propriétaires qui ont plus d'argent que d'autres. Alors que du côté de la famille Brown, mais les Bengals, tu sais, on n'a pas d'autres entreprises. Les Bengals, c'est notre entreprise principale. Là. Donc, on gère ça un peu comme une entreprise familiale du côté des Browns. D'ailleurs, la fille de Paul Brown, c'est elle qui prend les décisions. Là. C'est elle qui est principalement le DG des Bengals de Cincinnati. Alors, pour cette raison-là, je crois que Zach Taylor devrait rester en poste parce que M. Brown, il est proche de ses sous et je ne crois pas qu'il va être prêt nécessairement à effectuer un changement. Mais en termes de surprise, ça pourrait être. Je pense qu'il fitait dans le moule, comme on dit, de congédiement surprise. Oui, non, c'est ça, exactement. Surprise, on n'est pas supposé voir ça venir. Alors, Mm. ça pourrait arriver. Ben, pour les raisons que je viens de mentionner, je pense pas que ça va arriver, mais c'est pas un mauvais choix là, du tout. Là. En tout cas, on va s'en parler lundi prochain. On verra s'il pourra. Ben, premièrement, si les Bengals ont participé aux éliminatoires et si Zach Taylor pourra conserver son emploi. Bien hâte de voir ça. Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Puis écoute, c'était nos deux choix
de congédiement surprise, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver à Chicago, hein, en passant. On a déjà Mhm. congédié Matty Burfus, mais Ryan Poles, le DG, est-ce qu'il va être de retour à la barre de l'équipe? Parce que depuis que Poles est là, il n'y a pas d'amélioration là, au sein de la formation des Bears. On a tout le temps les mêmes problèmes. La ligne à attaque, c'était un problème parce que Justin Fields était le carrière partant. C'est la même chose avec Caleb Williams. Bon, Williams, il y a une partie du blâme à prendre pour tous les sacs qui sont accordés parce qu'il conserve trop longtemps le ballon, trop souvent. Ça, faut s'entendre là-dessus, mais on a perdu 10 matchs de suite du côté des Bears de Chicago. Et puis, j'ai ça ici dans mes notes, que j'ai pris en note, que j'ai à l'écran ici. Je vais juste lire ça, Marc-André. Alors, on a 10 victoires de suite du côté des Bears. 10 Ça, défaites. c'est la deuxième fois. Ouais, 10 défaites de suite. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, en tout cas, 10 Victoire. défaites de suite du côté. Ouais, 10 défaites de suite du côté des Bears. Ça, c'est la deuxième séquence de 10 victoires ou plus en 3 ans depuis que Ryan Poles est le DG. OK? Puis lors du dernier match à Défaite. domicile, tu avais les défaites. Oui, mon Dieu, là, je commence à être fatigué. Là. Faut dire qu'on est. Ça fait un bout de temps que je suis assis dans la chaise. On a eu des problèmes là, avec l'enregistrement au début du podcast. Je commence à être fatigué mentalement. Là. Je commence à faiblir, décidément. Alors, OK, je vais recommencer. Alors, depuis que Pour tout le Ryan monde qui Poles écoute ce est le podcast, DG. si Didier dit victoire, c'est défaite qu'il veut dire. OK, on poursuit, je Ouais, t'interromps c'est plus. ça, c'est ça. Alors, ben là, je me reprends. OK, là, je recommence. Depuis que Ryan Post est le DG des Bears de Chicago, les Bears ont eu 2 séquences d'au moins 10 défaites de suite. Ils ont perdu leurs 10 derniers matchs. Alors, ça se poursuit. Ça, c'est en 3 saisons, Marc-André. Là, ça ne peut pas arriver. Lors du dernier match à domicile des Bears, les partisans n'arrêtaient pas de scander, de vendre l'équipe, qu'il faut vendre l'équipe. Ça paraît mal. Caleb Williams, comme tu l'as dit, il est rendu à 67 sacs. Et les Bears, OK, ils ont la deuxième ligne à l'attaque qui coûte le moins cher. OK, au total, cette ligne à l'attaque-là, ça leur coûte juste 23,9 millions de dollars pour l'unité partante au complet. Donc, je viens de marcher des joueurs autonomes. On n'a pas essayé d'améliorer cette ligne à l'attaque-là. On ne l'a pas fait également lors du repêchage. Ça reflète directement sur Ryan Poles, le DG. Il faut garder ça en tête. Moi, je ne serais pas surpris s'il perd son emploi. Moi, je trouve qu'il devrait perdre son emploi. J'en avais parlé avant même le début de la saison. Moi, je n'ai jamais embarqué sur le bandwagon des Bears. Je trouvais que cette équipe-là était mal construite. On aurait dû utiliser des ressources au niveau de la ligne à l'attaque. Ça fait des années que c'est un problème qui perdure en raison finalement de Ryan Poles qui ignore ce problème-là. Alors moi, je ne ramènerai pas à Ryan Poles. Je recommencerai à neuf avec un nouveau DG, un nouvel entraîneur-chef, afin justement de relancer la concession. Il y a des rumeurs qui envoient évidemment Ben Johnson à Chicago, le coordinateur offensif des Lions, mais il ne faut pas oublier qu'il passerait d'une des meilleures lignes à l'attaque du circuit à l'une des pires. Donc, ça peut vraiment Un bon changer point. aussi un système offensif. On voit ce qu'il peut faire avec les Lions, mais on a la ligne à l'attaque. Selon moi, c'est dans le top 3 de la NFL. Si ce n'est pas la meilleure ligne à l'attaque de la NFL, à l'une des pires, ça peut changer vraiment la Mhm. dynamique d'une attaque. Oui, non, définitivement. Alors ça va être à surveiller qu'est-ce qui va se passer à Chicago. Là. Pour avoir d'autres changements, c'est pas juste le congédiement de Matty Burfus. Bref, j'ai bien hâte de voir ça. Puis apparemment, il y a beaucoup de tumulte là, au sein de l'organisation. En tout cas, on verra qu'est-ce qui va arriver du côté des Bears. On va maintenant tourner Effectivement. vers le fantasy football. Marc-André, tu continues d'y aller de recommandations de conseils à Fantasy Football, malgré le fait que bon, les saisons régulières se sont terminées le week-end dernier, mais il y a quand même du Daily Fantasy là, qui continue. Effectivement, même des poules. Moi, j'ai quelques poules de saison, donc qu'on fait sur une saison complète. Donc, on joue la semaine numéro 18. On a plusieurs joueurs. Il y a quand même des décisions d'insérer des joueurs, de laisser sur votre banc. Donc, je vous ai fait une version un peu plus éclair, express d'une chronique fantasy cette semaine. On commence à la position de quart avec Bonix. On en a parlé. Bonix va affronter l'équipe de match préparatoire, la troisième semaine de match préparatoire des Chiefs de Kansas City cette semaine. Bonix, c'est une moyenne de 20 points fantasy par match depuis la semaine numéro 5, qui est vraiment excellent. Je pense qu'il va livrer la marchandise, Bonix. Les Chiefs accordent 17 points en moyenne au quart adverse lors des 2 dernières semaines et avec plusieurs partants sur le banc, ça peut devenir être une source vraiment pour Bonix d'accumuler les points.
Il est le quart numéro 9 au niveau fantasy cette saison, Bo Nix. C'est vraiment une belle surprise. C'est vraiment la belle découverte. C'est c'est l'une des surprises au niveau fantasy, vraiment. Je pense que ça peut se poursuivre ce week-end contre les Chiefs. Parfait. Maintenant, en carrière que tu recommandes de ne pas faire jouer, bon, tu l'as On- mentionné tout à l'heure, tu voulais y aller avec Matthew Stafford, mais là, on a appris que c'est bel et bien Jimmy Mhm. Garoppolo qui va obtenir le départ au poste de quart pour les Rams. Absolument. Puis on peut sauter tout de suite, Didier, au porteur de ballon si tu veux bien. Ben, allons-y. Alors, quel porteur de ballon que tu recommandes là, de faire jouer cette semaine? C'est pas facile hein, cette semaine, étant donné qu'il y a plusieurs joueurs là, qui vont avoir congé. Mais tu penses que J.K. Dobbins devrait être en action aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, je veux dire cette semaine. J'en ai parlé plus tôt, il faut surveiller les bonus ou les bonnies que les joueurs Mhm. peuvent atteindre. C'est le cas de J.K. Dobbins cette semaine. Il est à 80, il est à 58 verges d'un bonus de 150 000 $. Il est présentement à 842 verges. S'il obtient 900 verges, il va toucher, c'est ça, 150 000 $. Donc ça, c'est intéressant. À son retour au jeu contre les Passes la semaine dernière, une moyenne de plus de 4 verges par course, 83 verges sur 20 courses, un touché contre les Patriots aussi, il a quand même été payant. Et lors de la semaine 18, on affronte les Raiders qui ont accordé le 11e plus bas total de points au porteur adverse cette saison. C'était en milieu de peloton. Mais lors de la semaine numéro 1, on se souvient, ça a été le grand retour de J.K. Dobbins, 135 verges, un touché contre Vegas. Je pense que ça se pourrait se poursuivre. On va lui donner le ballon pour qu'il atteigne son bonus. Je pense que J.K. Dobbins peut être intéressant pour vous cette semaine. Donc, il va boucler la boucle en ayant une très bonne performance contre Vegas afin de terminer la saison régulière. Maintenant, bon, on vient parler des Bears de Chicago. En tout cas, je viens d'en parler, là. Il fallait que je me vide le cœur sur Ryan Poles. Tu penses que DeAndre Swift, faut pas le faire jouer cette semaine? C'est fou à quel point que DeAndre Swift, l'année dernière, il n'a rien fait qui vaille derrière la ligne d'attaque des Eagles. Puis cette année, il y a un porteur de ballon qui a récolté 2000 verges. Ça, c'est une petite parenthèse. Ça pour vous dire que DeAndre Swift, depuis la semaine numéro 12, il est le porteur de ballon numéro 27 au niveau fantasy. Pour donner une idée, Jalen Warren, Amir Abdullah, Tajay Spears ont tous été plus productifs que lui. Il y a 9 matchs de suite qui n'a pas récolté 100 verges. DeAndre Swift, vraiment, c'est une catastrophe. Il y a eu un segment de 3 matchs en milieu de saison où il avait été spectaculaire. C'était les Panthers. Bref, on Ouais. avait vraiment des affrontements hyper alléchants. Son dernier touché remonte à la semaine numéro 11. C'était contre les Packers. Ça, c'est intéressant. 94 verges. Mais tu sais, il a obtenu seulement 15 courses une seule fois lors des 7 derniers matchs. Donc, il n'est pas vraiment utilisé. DeAndre Swift. Et oui, on affronte les Packers encore une fois cette semaine, mais je pense que de gager sur un toucher de DeAndre Swift, c'est pas vraiment une bonne méthode. Je pense qu'on risque de tirer de l'arrière du côté des Bears cette semaine aussi, donc on va lancer davantage. Je pense que DeAndre Swift ne livrera pas nécessairement la marchandise au niveau fantasy. Ryan Poles, c'est le choix de Ryan Poles de Mhm. faire de DeAndre Swift le demi à l'attaque partant à Chicago. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Ryan Poles. Maintenant, on va se tourner à la position de receveur de passe. Mike Evans, qui va tenter de poursuivre son excellente, en fait, sa séquence historique, je devrais dire, de saison avec au moins 1000 verges par votre réception. Encore là, on parle de bonus ici, Didier. Mike Evans était à 5 réceptions et 85 verges d'un bonus de 3 millions de dollars et d'une 11e saison de 1000 Ah oui. verges. Donc, c'est sûr que Baker Mayfield contre les Panthers va vouloir que Mike Evans touche à ce bonus-là. Donc, pour moi, Mike Evans risque d'être payant. En fait, Mike Evans, on se rend compte que dans les éliminatoires fantasy, il livre la marchandise depuis 2, 3 ans. Tu te souviens son match de 200 verges sorti de nulle part, là, Ouais, il y a v'là 2 ans, 2 ans, contre les ou Panthers. ouais. Ouais. Donc, on se Mhm. rend compte que Mike Evans, c'est simplement le repêcher pour les semaines 15, 16, 17, ça peut être payant. Ça pour dire que depuis la semaine numéro 12, il a une moyenne de 21,1 points fantasy. Seul Justin Jefferson et Puka Nacua ont été plus productifs que lui. Et lors de la semaine 18, on affronte les Saints. Là, vous allez vous dire, Mike Evans, historiquement, contre les Saints, ça n'a pas été facile. Il y a une moyenne de moins de 50 verges. Il a seulement inscrit 5 touchés en 20 matchs contre la Nouvelle-Orléans. Sauf que c'était la fameuse rivalité avec Marshawn Lattimore qui n'est plus avec les Saints. Ouais. Je pense que Mike Evans va vraiment pouvoir éclore, va pouvoir connaître un fort match contre les Saints cette fois-ci. Je pense qu'au niveau fantasy, c'est un conseil judicieux de l'insérer avec confiance dans votre formation.
Ouais, les confrontations à Evans-Lattimore, ils finissaient toujours par se battre, soit avant le match, durant le match, même à un moment donné, après la rencontre. Je pense qu'ils s'étaient rejoints dans un des couloirs, dans un stade. En tout cas, Mm. ça, c'était toute une rivalité. Maintenant, quel est le receveur que tu conseilles de garder sur le banc? Jaden Reed, là, c'est probablement le receveur le plus décevant ou l'un des receveurs les plus décevants au niveau fantasy cette année. Depuis la semaine 10, il a une moyenne de 34 verges par match. Ça n'a pas de maudit bon sens. Depuis la semaine numéro 11, il a été ciblé moins de 4 fois. Il n'est pas impliqué dans le plan de match. On en avait parlé depuis en début de saison, avant la saison. On s'est dit on a beaucoup de bouches à nourrir du côté des Packers. Puis là, on s'est rendu compte que Josh Jacobs, ben, c'est une recette. C'est la recette du succès du côté. On court davantage du côté des Packers. Donc, ça joue ça aussi sur la production de Jaden Reed. Lors de la semaine 18, on affronte les Bears, oui, qui ont accordé le deuxième plus bas total de points alloués aux receveurs adverses cette saison. Je ne prendrai pas la chance de faire jouer Jaden Reed et aucun receveur des Packers et te parler des prestations récentes de Jordan Love, qui est quand même assez coup-ci, coup-ça. Je vous conseillerais de laisser Jaden Reed sur votre banc cette semaine, si vous le Oui, en tout cas, j'ai hâte de voir si Christian Watson va effectuer un retour au jeu. Il a raté le match la semaine dernière contre les Vikings du Minnesota. Maintenant, la position d'ailier rapproché, quelles sont tes recommandations? Chig Okonkwo, on a toujours été fan de ses habiletés et de son physique. Chig Okonkwo, ça ne s'est jamais vraiment transposé au niveau fantasy depuis 2-3 ans. Il est souvent dans les breakouts ou dans les sleepers. Puis, mais là, depuis 3 semaines, c'est vraiment. Il connaît de forts matchs, Chig Okonkwo. Seul Trey McBride a plus de points que lui à la position lors des 3 dernières semaines. Il a été ciblé 28 fois en 3 matchs. C'est l'une des cibles de prédilection de Mason Rudolph en ce moment. Mais lors de la semaine numéro 18, on affronte les Texans qui ont accordé le 6e plus haut total de points aux alliés rapprochés. Ça, c'est avec leurs partants. Imaginez maintenant si c'est leurs joueurs remplaçants qui sont sur le terrain. Je pense que Chigo Konko pourrait terminer ça en beauté chez les Titans et connaître un fort match au niveau fantasy. Et maintenant, du côté des Falcons d'Atlanta, Carl Pitts, une autre saison Ah, je boucle la décevante. boucle Et toi, avec tu Carl prends. Pitts. Je trouvais que c'était bien. Oui, oui, oui. Donc, toi, Euh, tu dis que ça ne vaut pas la peine là, de l'avoir en uniforme cette semaine. Il a marqué un touché la semaine dernière, mais c'est son premier touché depuis la semaine numéro 8. Le problème avec Carl Pitts, Didier, c'est qu'il a été ciblé 71 fois cette saison. C'est quand même bien. Mais il a obtenu seulement 45 catchs pour 587 verges. 45 sur 71, c'est vraiment pas beaucoup. Il est l'allié rapproché numéro 14. On va toujours parler de son potentiel à Carl Pitts, mais il commence à se faire tard en termes de production au niveau fantasy. Et lors de la semaine numéro 18, on affronte les Panthers cette semaine. Et les Panthers, Didier, ont accordé le deuxième plus bas total de points aux alliés rapprochés lors des 4 dernières semaines, seulement 6,7 points fantasy par match. Donc, on s'est vraiment ressaisi en défense contre la position d'allié rapproché. Donc, je pense que Carl Pitts ne surfait pas sur son toucher de la semaine dernière. Je pense qu'il va revenir à la normale et connaître un match décevant pour vous. Ah ben, c'est ça, hein, depuis le début de sa carrière, Carl Pitts. Mm. Écoute, il avait gagné 1000 verges lors de sa saison recrue. Là, on se disait, bon, ben, ça a été une bonne sélection de la part des Falcons d'Atlanta, mais depuis, là, c'est vraiment laborieux. Bon, ben, écoute, Marc-André, on a fait le tour. J'ai bien hâte à samedi là, pour le début de cette dernière semaine d'activité du côté de la NFL afin d'avoir le portrait final là, des éliminatoires. Là. Ça s'en vient, là, les éliminatoires. Là, c'est vraiment incroyable. On commence l'année 2025. Alors, les matchs d'après-saison bien, s'approchent à grands pas. Alors, la semaine prochaine, ben, on va mettre la table. Imagine-toi déjà, on va mettre la table pour le premier tour des matchs éliminatoires du côté de la NFL. Merci beaucoup, Didier, et je souhaite une bonne année à tous ceux qui nous écoutent également, tous les auditeurs YouTube ou Spotify sur les plateformes d'écoute en streaming. Bref, joyeux Noël. Bonne année à tous 2025. La santé, du bonheur et la prospérité. Oui, ben voilà. Merci à toi, Marc-André, puis je te souhaite encore une fois une bonne année. Merci. Alors, on va terminer l'épisode en beauté avec la minute des fans. Vous avez été quelques-uns à nous envoyer vos questions. Comme à l'habitude, je vous invite à le faire en format vidéo. Nous envoyez une vidéo là, d'environ une trentaine de secondes à l'adresse le sac du car à commercial gmail.com, le sac du car à commercial gmail.com. On a reçu une question vidéo venant de notre fan numéro un, le fan numéro un du podcast, Régis. Alors, écoutons la question de Régis.
Bonjour Didier. Donc, premièrement, joyeuse année 2025. Là. Si ça passe en 2025, j'imagine que oui, le podcast n'est pas encore sorti ce mardi. Ma question cette semaine, là, on est à la fin de la saison 2024, et puis ça s'adresse au niveau des quarterbacks là, de deuxième ou de troisième année cette année. On a vu dans les dernières années là, des corps arrière renaître de leur cendre, là, un peu comme Baker, comme Sam Darnold, Geno Smith, là, il y a quelques années là, avec les Seahawks. Donc, je voudrais savoir, là, selon toi, qui penses-tu qui pourrait nous surprendre l'année prochaine en revenant un quart arrière là, plus fort? Là. Tu sais, je pense à Justin Fields, Daniel Jones, peut-être Mac Jones, Zach Wilson là, qu'on n'entend plus parler, qui est archi mauvais, mais qui sait. Puis il y en a plein d'autres, là, Will Levis, Bryce Young, là, ça va mieux, ça va peut-être s'améliorer. Donc, qui parmi ceux-là ou d'autres là, penses-tu qui pourrait nous surprendre là, dans l'avenir? Merci. Régis, ben, bonne année à vous, hein? Le fan de numéro un du podcast. Bonne année, santé, Régis. Puis encore une fois, merci pour votre question. Euh, Dans les carrières que vous avez nommées, je vais y aller avec Zach Wilson. Est-ce que Zach Wilson pourrait relancer sa carrière? Peut-être que oui. Là, il a été coaché pendant un an par Sean Payton, qui est un gourou de carrière, un bon carrière. Faut pas oublier que Wilson, il est talentueux, hein. Il a un bon bras, il est mobile. Il y a une raison pourquoi il avait été un choix de première ronde tout de même. Là, c'est rendu, il faut lui donner le bénéfice du doute, étant donné qu'il jouait pour les Jets de New York. On voit comment les Jets bousillent les carrières des gens. Puis ça fait longtemps que ça dure à New York. Bref, pourquoi pas y aller avec Zach Wilson? OK? Parce que c'est pas une grande cuvée de carrière en passant là, au repêchage de la NFL cette année. Alors, il va y avoir des équipes qui ne pourront pas en repêcher. Ils vont devoir se rabattre sur des carrières vétérans à la position de quart, bien sûr. Alors, moi, je pense que Zach Wilson pourra obtenir une chance de devenir un carrière numéro un la saison prochaine. Et on verra s'il sera en mesure, justement, là, de saisir cette opportunité et de relancer sa carrière si jamais une équipe lui offre une chance. Alors, encore une fois, bonne année, Régis, et merci pour votre question. Maintenant, on va se tourner vers deux questions qui nous ont été envoyées par courriel. On va y aller tout d'abord avec la question de Hervé qui dit bonjour Didier. Je vous avais écrit cet été pour poser ma question sur Caleb Williams et vous aviez choisi de me répondre. Encore une fois, merci. Je vous réécris tout d'abord pour vous remercier, vous et Marc-André. Vous faites un excellent duo pour un excellent podcast. Ah ben, merci beaucoup, Hervé, c'est très gentil. Je viens de remporter ma ligue de fantasy où il y avait un mix équilibré de Français et de Québécois et en plus de gens du Nouveau-Brunswick. C'est ma deuxième bague et vous êtes pour quelque chose avec vos précieux conseils. Bon, ben, on va remercier Marc-André. Hormis Tank Dell, bon, écoutez, Marc-André ne peut pas frapper pour 1000, mais il a une excellente moyenne au bâton. Alors, je suis bien heureux de voir que ces conseils Fantasy Football vous ont permis de remporter votre ligue. Alors, voici ma question. Quelle équipe pourrait créer la surprise en éliminatoire pour rejoindre une finale de conférence? Que pensez-vous des Commanders? Alors, et promis, la prochaine fois, je vous envoie une vidéo avec le soleil du sud de la France. Encore une fois, félicitations pour le podcast. À bientôt, Hervé. Ben, merci, Hervé. Merci beaucoup. Une équipe qui pourrait causer des surprises en éliminatoire, pour moi, il y a les Chargers de Los Angeles. Avec Jim Harbaugh à la barre de l'équipe, on a notre identité. J.K. Dobbins va effectuer un retour au jeu. On en a grandement besoin. Là. Ses services ont manqué aux Chargers, mais malgré tout, on a été en mesure de gagner des matchs sans lui. Alors, pour moi, les Chargers sont c'est une équipe très robuste. Donc, on mise sur le jeu au sol. On a une des meilleures défenses de la NFL. On a un carrière très talentueux. Et en plus de ça, on a un des meilleurs entraîneurs-chefs de toute la ligue, en Jim Harbaugh. Ça, ce sont des ingrédients justement pour connaître du succès lors des matchs d'après-saison. Moi, je pense que les Chargers pourraient causer des surprises en éliminatoire. Alors que du côté des Commanders, ben, j'aime leur chance et aussi là, de connaître un certain succès en éliminatoire. Écoutez, on ne peut pas parler contre Jaden Daniels. Il nous a fait vivre tellement de beaux moments au cours de la saison 2024 avec le fameux Hail Mary contre les Bears de Chicago. La semaine dernière, il a été magistral. Alors oui, à cause du brio de Jaden Daniels, je crois que les Commanders pourraient connaître du succès lors des éliminatoires. Je ne pense pas qu'ils vont pouvoir se rendre au Super Bowl,
mais il pourrait gagner au moins un match éliminatoire. Puis c'est à souhaiter, d'autant plus qu'il mise sur Benjamin Saint-Just. Alors, ça serait bien que Benjamin soit en mesure de remporter le premier match éliminatoire de sa carrière. Encore une fois, Hervé, merci beaucoup pour votre question. On a reçu une autre question, oui, venant de Yves Lefebvre, qui porte justement sur Jaden Daniels et les Commanders. Alors, Jaden Daniels, l'excellent jeune quart des Commanders, est un des seuls carrières qui n'a pas son bracelet de jeu. Alors, comment se fait-il? Alors, beau travail, les gars. Ben, merci beaucoup, Yves Lefebvre. Il ne faut pas oublier que le système de communication, hein, maintenant, du côté de la NFL, les carrières, ben, dans leur casque, ils ont des écouteurs où ils peuvent entendre le choix de jeu des entraîneurs. Alors, c'est plus comme à l'époque, là, lorsqu'il n'y avait pas ce système de communication-là, et puis bon, qu'il y avait les signaux, puis que le joueur pouvait regarder sur son wristband, son bracelet de jeu, pour le traduire de cette façon en français. Donc, c'est pour ça que maintenant, il y a des carrières qui ne le portent pas nécessairement. Mais Daniels est dans les exceptions, parce que la majorité en ont quand même. Donc, le système de communication, c'est plus nécessairement aussi important de l'avoir. Peut-être que Daniels, lui, est habitué de jouer sans, tout simplement. Alors ça pourrait être une raison pour laquelle il ne porte pas ce bracelet de jeu. Alors, Yves, Régis et Hervé, merci de nous avoir envoyé vos questions. On vous invite à les imiter et à nous envoyer vos questions via l'adresse courriel le sac du car à commercial@gmail.com. Encore une fois, je vous souhaite de passer une excellente année 2025. Je vous souhaite la santé. J'espère que vous allez continuer à regarder le podcast, à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est grandement apprécié. On va se reparler la semaine prochaine. On mettra la table pour les éliminatoires de la NFL. Passez une bonne semaine.